Salut les sportifs, c'est Hermano. Au jour de diffusion de cet épisode, je suis en pause à Eyguières dans le cadre de mon défi Agrippa. Le défi Agrippa, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une traversée de la France en courant et en nageant qui se veut être un projet sportif, solitaire et solidaire. Solidaire parce que je soutiens Imagine for Margot qui lutte pour la recherche contre le cancer des enfants et Une bouteille à la mer qui alerte sur les dérives environnementales. Vous le savez, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et pour soutenir ces deux causes, au-delà de l'effort sportif que je médiatise, eh bien, il faut collecter des fonds. Et pour collecter des fonds, le plus simple, vous tapez Agrippa GoFundMe sur Google et vous trouverez la collecte que nous tentons de faire gonfler de jour en jour pour atteindre un objectif de 10 000 euros. Je sais pouvoir compter sur vous, mais en attendant, je vous laisse avec un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Juste avant d'appuyer sur le bouton de ta montre et de démarrer ton entraînement avec un super podcast dans les oreilles, eh bien, je t'invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/livre. Tu vas pouvoir découvrir le livre Devenir triathlète que l'on a rédigé à 7 mains sous la direction d'Olivier de Scooter et dans lequel on t'explique comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Allez, on arrête de parler, c'est parti. Salut les sportifs, c'est Hermano et comme d'habitude, je suis très heureux de vous recevoir sur un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Juste avant d'accueillir notre invité comme il se doit, eh bien, mon co-animateur est là, Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Hermano, salut à tous. Et aujourd'hui, on a un invité en particulier. J'ai l'impression de dire ça toutes les semaines évidemment, mais voilà, en tout cas, ça fait un petit moment qu'on avait prévu d'avoir cet invité. Donc, je fais pas durer le suspense plus longtemps. Bah écoute, vas-y, je t'en prie, t'as commencé. Tu peux présenter notre invité. On va inverser un petit peu, on va innover dans la présentation du podcast. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir celui qu'on connaît sous le nom de Iron Yeman, Herman Simon. Salut Herman. Salut Hermano, salut Olivier. Merci beaucoup de m'avoir sur ce podcast. Est-ce qu'on prononce bien ton prénom d'ailleurs? C'est bien, on dit bien Herman, tu le prononces comme ça? Il y a deux Exactement. M. Ouais, ok, c'est bon. C'est bien ça. Et Simon, mon nom de famille. Herman est bien ton prénom et Simon ton nom de famille. Exactement. J'ai fait un petit post ces derniers temps sur les réseaux parce que c'est l'histoire de ma vie, cette inversion. C'est l'histoire de ta vie. C'est mes parents qui ont fait un petit piège, mais ils ont fait le même à mes sœurs, tu vois. Ils ont mis tout le monde à la même enseigne. Il y a un petit piège, mais c'est bien Herman mon prénom. Ok, et je disais Iron Yeman parce que c'est ton pseudo, si on peut dire, sur Instagram. C'est mon blaze. C'est ton blaze, exactement. Ouais, donc voilà pour ceux qui connaissent pas. C'est un copain qui m'a appelé comme ça. Ok. Pour ceux qui connaissent pas Herman, en tout cas, il est assez actif, notamment sur Instagram dans le monde du triathlon. Donc on va revenir un petit peu là-dessus. Vous l'avez peut-être déjà vu passer très certainement avec sa casquette multicolore avec la petite hélice là. Elle vient d'où d'ailleurs cette casquette, Herman? Elle vient de soirée avec les copains. Elle vient je crois que la première fois qu'on l'a mis, c'était en 2019. Je m'en souviens parce que c'était un mois avant l'Ironman d'Hawaï, le premier que j'ai fait. Et puis mes copains m'avaient invité au Feria de Béziers, je devais pas y aller, et puis finalement au dernier moment je me suis dit allez j'y vais. Et puis on avait mis cette casquette là, qui avait eu un très grand succès. Je l'ai mise après sur des vidéos pendant le confinement, les gens ont trouvé ça drôle. Et puis je me suis dit tiens pourquoi pas la mettre sur un triathlon. Et à ma grande surprise, des gens m'ont reconnu grâce à la casquette et j'ai été beaucoup plus encouragé grâce à la casquette, je pense. Donc et donc les performances ont suivi. Je sais pas si les performances ont suivi, je sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, il y a une petite émulation autour de la casquette et du coup, quand je la mets pas, les gens sont déçus. Du coup, ok. Et est-ce que l'hélice t'as un petit côté aéro ou au contraire, cet handicap, t'as déjà fait des tests pour comparer? Je me suis posé la question si c'était pas un désavantage. Après sur les vitesses Ironman je pense pas. Et puis récemment j'ai vu un groupe de coureurs qui couraient avec et notamment il y a un mec en finale je crois du 5000 mètres sur piste qui l'avait mise. Donc à partir du moment où lui il la met sur 5000 mètres où il devait courir en 13-40 ou je sais plus combien, moi j'ai pas d'excuse pour pas la mettre sur mes courses. Franchement, à mes vitesses ça doit pas trop me ralentir. Ok, et pour la petite anecdote, à l'instant où on vient de se connecter, on a des petits soucis techniques, Herman n'avait pas encore sa vidéo, donc au moment où la vidéo est apparue, je lui ai dit justement, on est un petit peu déçus de pas avoir vu la casquette. Mais si tu veux, je peux te la montrer, elle est à 1m50 de moi. Elle est fièrement exposée dans la maison. Elle est encadrée. Et t'en as qu'une du coup ou bien t'as une collection de casquettes comme ça? Honnêtement, je crois que j'en achète une avant chaque grande compétition. Parce que mine de rien, ça s'use, il y a les marques de transpiration, et puis les roulements s'abîment, hein, mine de rien, ça tourne beaucoup. Et la dernière que j'avais, pour l'anecdote, elle avait un petit mécanisme à l'intérieur qui en fait s'agrippait dans mes cheveux quand ça tournait.
Et sur ma sortie test marathon où j'ai fait une très grosse sortie, du coup il y avait du vent et ça me faisait mal à la tête, je comprenais pas pourquoi et en fait à la fin j'ai tiré la casquette et je me suis arraché je sais pas combien de cheveux. Donc j'ai rechangé de casquette avant le marathon de Paris et j'ai bien fait parce qu'il y a eu du vent et elle a beaucoup tourné. Donc stratégiquement, j'ai bien fait de la changer avant le marathon. Mais c'est la casquette c'est pas la casquette de chez Google là, tu sais les Nooglers, les nouveaux chez Google, ils reçoivent une casquette comme ça. Non, j'ai pas connaissance de ça. C'est okay, mon copain Jeff Bezos qui fait ça sur Amazon. Ah d'accord, ok. Ouais, entre Amazon et Google, t'es pas trop mal. Oui, on est sur la même ligne, pas trop de différence. Bon, écoutez, je pense qu'on va avoir l'occasion de rigoler aujourd'hui, c'est bien, ça va détendre l'atmosphère. J'espère. Vu qu'on a déjà mis un peu les pieds dans le plat, cette fameuse casquette, comment tu fais quand tu pars sur le triathlon? Tu la mets sous le casque, sur le casque? Tu t'es fabriqué une hélice sur le casque? Non, je la mets pas sur le vélo. Non, je la mets pas sur le vélo, je la mets qu'en course à pied. Donc elle est à T2, elle attend au parc, hein. Mais on m'a dit de faire d'en mettre une sur le casque ou de faire une peinture sur le casque avec une hélice, ça pourrait être drôle. On verra pour la suite. Mais pour l'instant, je la mets qu'en course à pied et c'est déjà pas mal. Bon, écoute, Herman et Olivier, je t'invite à faire attention quand tu prononces nos prénoms parce qu'entre Herman d'un côté et Hermano de l'autre, hein, on est d'accord, même si ça s'écrit pas tout à fait pareil. C'est vraiment ton prénom, Hermano? C'est vraiment mon prénom. D'accord, c'est la première fois que je rencontre Hermano. Enchanté. Merci. Et du coup, j'ai souvent coutume de dire que c'est à la fois un avantage et un inconvénient. Parce que comme Hermano, c'est pas un prénom très fréquent. Quand t'as envie qu'on t'oublie, on t'oublie pas. Et quand t'as pas envie qu'on t'oublie, justement, on t'oublie pas. Donc voilà, avantage ou inconvénient. Le verre à moitié vide ou à moitié plein, tu choisis. D'accord. Je n'avais pas vu ce souci-là dans ce contexte-là, mais si tu nous le dis. Écoute, Herman, on a une tradition sur le podcast et je pense que tu le sais puisque tu nous as confié en off que tu avais déjà écouté le podcast. On laisse la parole à notre invité pour se présenter. Donc même si on a déjà mis un petit peu les pieds dans le plat, on aimerait revenir avec toi sur qui est Herman, de prénom Simon, de nom de famille. Exactement. Donc mon prénom c'est Herman, j'ai 32 ans maintenant. Je suis triathlète professionnel. Non, ça c'est pas vrai. Non, de profession, je suis kiné depuis 7 ans maintenant. J'habite dans le sud de la France, du côté de Nîmes, même si je suis normand à l'origine, fier de l'être. Puis je fais. Tu vois, on a un autre point commun. Il n'y a pas que notre prénom. Moi aussi, je suis normand. Je viens de Rouen. Tu vois, mais mes parents m'ont certifié que Herman c'était d'origine normande, même si ça sonne plutôt allemand. Herman, Hermano, il y a un truc dans les origines là. Il y a quelque chose. Bon, moi, c'est la basse Normandie, mais bon, peu importe. Ça reste. Pour une fois, on va pas se taper dessus entre les bas normands et les hauts normands. On est dans la même team. Ouais, de toute façon, tant que le Mont-Saint-Michel est chez nous, il y a pas de souci. Exactement. Tant qu'il n'est pas chez Arnaud Guillou et les Bretons, tout va bien. Donc après, je fais du triathlon, donc chez les amateurs, évidemment. Depuis que j'ai mon diplôme de kiné, donc je l'ai eu il y a 7-8 ans. C'était mon challenge d'après-école où je me sentais beaucoup moins en forme après mon école à Paris. Donc mon challenge, c'était de me mettre au triathlon et plus particulièrement à l'Ironman, parce que c'est vraiment ça qui m'attirait. Donc voilà, je suis tombé là-dedans, j'ai basculé du côté obscur de l'entraînement et de l'Ironman. Et depuis, donc j'ai fait mon premier en 2016 et depuis je continue, même si cette année je suis en questionnement. Mais en tout cas, je fais de l'Ironman plus que du triathlon même, parce que c'est vraiment cette distance-là qui m'attire dans le triathlon. Et quand tu dis t'es en questionnement, c'est-à-dire Est-ce que pour toi il y a une différence entre... Alors en questionnement, c'est-à-dire que cette année j'ai pas fait de triathlon pour l'instant, j'ai fait le marathon de Paris. Il faut bien avouer que quand tu prépares que de la course à pied, tes journées elles changent. J'ai beaucoup plus de confort au niveau de mon temps, de mon planning. Et tu vois, je suis en train de me dire, c'est pas mal des fois de faire que de la course à pied, hein. Donc je me questionne, voilà. J'aime toujours le triathlon. À voir, est-ce que je vais réussir à retrouver la motivation pour pouvoir le faire à fond et dans de bonnes conditions, parce que si je le fais, c'est pour être performant entre guillemets à mon niveau. Donc être performant en triathlon, ça demande beaucoup de temps, un investissement. Et tu vois là, ma dernière prépa triathlon, ça a été long, ça a été dur. Je suis pas sûr de l'avoir bien vécu. Et là, j'ai fait une prépa marathon depuis le début de l'année et ça s'est beaucoup mieux passé. Donc voilà, petit questionnement qui va aboutir dans les prochaines semaines, peut-être prochains mois, pour définir si en fin d'année, je rebascule sur une prépa triathlon ou un deuxième marathon. Je vais voir.
Rien n'est définitif pour je l'instant. te comprends tellement. C'est une question tellement existentielle que j'ai aussi. Est-ce que je fais une seule des disciplines et que je la fais un petit peu plus à fond, ou est-ce que parce qu'il y a un moment de toute façon, voilà, ton emploi du temps. Enfin après bon, ça dépend de ce qu'on fait dans la vie pro et perso et tout ça, tu vois. Mais moi en tout cas, je sais que là maintenant, je vais pas pouvoir redédier 15-20 heures d'entraînement par semaine. Dans les mois à venir, et donc du coup qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaye je me dis c'est un challenge, je vais préparer un triathlon tu vois, un semi en 4 heures semaine, ou est-ce que je me dis en fait je prends un autre sport, et voilà, tu vois, tout l'hiver j'ai fait du renfort musculaire, j'ai fait des trucs assez différents, et c'est vrai que comme tu le dis, c'est un confort en fait. Quand t'as vécu, parce que moi j'ai préparé l'Ironman de Vitoria, mais pendant 3 ans, parce qu'il y a eu Covid, puis il y a eu fracture de la clavicule, puis il y a eu les croisés et tout quoi. Ça a été, non, alors j'ai pas eu les croisés, mais en tout cas le truc a été reporté 4 fois. Enfin, en tout cas, je me suis préparé 4 fois quoi pour la même course. Ouais, c'est long. Sur 3 ans, et il y a un moment tu le sens quoi, sur le moral, tu te dis, et même sur ta vie sociale, enfin tout quoi, partout, ta vie pro, ta vie sociale, tout. Et il y a un moment tu te dis waouh. En fait, est-ce qu'il n'y a pas d'autres trucs Ouais. Mais donc je comprends tout à fait ces questions existentielles. Ça fait 7 ans que je fais que des prépas Ironman, grosso modo. Ouais, voilà. avec beaucoup de plaisir, parce que j'aime ça. Si je le fais, personne me force, donc c'est que j'aime ça. Mais voilà, il y a un moment où même je me posais la question. Je me suis dit tiens, quand je ferai plus de prépa Ironman, est-ce que je m'ennuierai pas? Et en fait, je me suis rendu compte que non, c'est-à-dire ça m'a plu ça dans la prépa marathon, parce que en fait, j'ai pris du plaisir à faire ma prépa que marathon. Le vélo m'a pas trop manqué, la natation, bon, j'en parle pas, ça m'a pas du tout manqué. Mais voilà, en plus en prépa en hiver, j'ai pas eu à sortir le vélo le dimanche matin quand il faisait 2 degrés. J'ai pas eu à aller affronter le vent, à me couvrir de 40 couches pour aller rouler. Donc ça a été un confort. Mais t'as dormi aussi, non? Et j'ai dormi un peu plus, ouais. J'ai dormi un peu plus. Dingue, ça fait la diff, quoi. Mais bizarrement, les journées, on arrive quand même à les remplir. Hein. Je suis jamais à rien faire. Mais je suis en train de me dire là, si je dois à mon agenda rajouter du vélo, de la natation, je suis un peu comme un débutant là. Je suis reparti au point zéro. Comme le débutant qui commence et qui se dit mais en fait je vais pas pouvoir m'entraîner des quantités. Puis en fait au final quand on se met dans le bain, quand on a vraiment envie, on trouve les solutions. C'est souvent comme tous les jeunes parents disent ça, ils se disent mais attends, mais comment je faisais avant? Enfin, avant, j'avais l'impression d'avoir une vie bien remplie, et en réalité, non, je comprends pas. Je connais pas cette situation encore, mais pour l'instant, je n'ai pas d'enfant. Je pense que Hermano pourra peut-être témoigner, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose en tout cas que j'ai souvent entendu. Ouais, écoute, déjà, je voudrais revenir sur la prépa course à pied. Tout dépend un petit peu ce que tu prépares, hein, parce que tu vois, moi, je suis en train de préparer une traversée de la France en courant. D'ailleurs, je passerai pas très loin de Nîmes le 4 juin. Alors, je suis pas à 2,38 au marathon comme d'autres, hein, mais par contre, quand tu te colles 20 heures de préparation d'entraînement course à pied par semaine, t'es pas loin de la prépa Ironman quand même. Oui, là, si t'es à 20 heures, oui, t'es dans une prépa de triathlète amateur. Déjà, quand tu fais 20 heures, tu fais des belles semaines. Surtout si tu travailles à côté. Ouais. Mais une prépa marathon, déjà, si tu fais 7-8 heures, t'es déjà bien. Donc là, on est quand même sur un volume horaire, tu divises plus que par 2. C'est fou, les journées, il y a des heures qui apparaissent comme ça. Tiens, il y a des heures entre 3 heures et 4 heures, le mardi, je savais pas. D'habitude, j'étais toujours sur mon vélo. Là, je savais pas qu'on pouvait goûter le mardi tranquillement. Puis après sur la planification avec femmes, enfants, boulot, etc. Ouais, c'est un autre sport. En fait, c'est la 4e ou la 5e discipline dans le triathlon, ou la 2e dans la course à pied, quoi. Ben ouais, parce que je vois par exemple, tu pars en vacances avec ta copine, la course à pied, tu peux toujours en faire quelque part. Tu te dégages 1 heure. Il y a toujours un moyen de se débrouiller. Quand il faut commencer à amener le vélo, à trouver une piscine et toutes les autres choses, ça devient plus compliqué. Ah, mais c'est clair. Écoute, tu vas au bord de la mer en vacances, hein. Bon, par contre, le podcast s'appelle Devenir triathlète. Voilà. Donc on va pas inciter nos auditeurs à ne plus être triathlète, et à passer à la course à pied. Même si je pense que c'est pas mal d'avoir ces petits moments, effectivement, où on fait un peu autre chose, quoi. Tout le monde se pose un peu la question, je pense, à un moment où l'autre. Il y a toujours des moments où on se dit c'est compliqué. Puis en fait, toi, je te dis ça, et puis ça se trouve dans une semaine, je m'inscris à un Ironman. Hein. Oui, ça c'est possible, parce que quand on aime ça, au final, voilà, si tu me demandes de choisir vraiment entre le marathon ou l'Ironman, je suis passionné d'Ironman. Hein. Donc si je peux le
le préparer dans des bonnes conditions, je choisirais l'Ironman. Donc faites du triathlon, devenez triathlète. Exactement, voilà, merci, au revoir. Fin du podcast. Toi, quand tu parles d'Ironman, c'est systématiquement à distance full ou bien tu fais des semis aussi? Alors je fais des halfs ou même des M, mais à chaque fois je me dis c'est dans une prépa pour un Ironman, tu vois, c'est la finalité pour moi, c'est ça a commencé comme ça par cette distance-là qui me fascinait. Et puis je suis encore là-dessus parce que c'est tellement dur comme distance que de là à réussir un Ironman et être pleinement satisfait, c'est pas encore le cas, tu vois. Donc je suis encore un peu comme tous les triathlètes, je crois. On est tous en quête de cet Ironman parfait qui... Mais est-ce que ça existe, ça? Parce que, enfin, moi, ça fait des années que j'entends parler de, la course parfaite, j'ai pris du plaisir, l'important c'est de prendre du plaisir. Et on en a déjà parlé un peu sur le podcast, mais enfin, moi, dans une course, alors il y a peut-être des moments où tu te dis, ah ouais, chouette, ça marche bien, mais je veux dire... Il y a toujours un moment aussi où tu souffres, quoi, tu vois. Enfin, je veux dire que je prends du plaisir dans une course, je sais pas, tu vois. Je suis entièrement d'accord avec toi. En balade, tu vois, mais pour moi, une course, c'est pas du plaisir, quoi. Mais souvent, celui qui a dit qu'il a pris du plaisir, c'est le premier, celui qui a gagné. C'est toujours plus facile, je pense, quand t'es devant. Oui, mais c'est du plaisir au moment, c'est la victoire qui fait plaisir, mais c'est pas la course en elle-même, elle a pas fait plaisir, les gars. Même celui qui a gagné, il a souffert, le mec. Il a souffert, mais bon, là, je pense que le plaisir de la victoire, il fait oublier un peu tout ce que... Enfin, j'en sais rien parce que j'ai jamais gagné. Mais... Alors du coup, je suppose. mais souvent, quand t'entends les gens dire le sport c'est du plaisir, ça doit pas être de la souffrance et tout. Souvent, c'est Kylian Jornet ou Frodeno qui te le disent, quoi. Donc forcément, ok, c'est du plaisir, ouais, quoi. Mais peut-être pas pour tout le monde. Et moi, à mon échelle, oui, clairement, les courses, 90% de mes Ironman, ça a été dur, très très dur. On est d'accord. Mais c'est vrai qu'il paraît que celui qui en souffre le plus en général sur une course quelle qu'elle soit, hein, c'est le deuxième, parce qu'en fait c'est celui qui a tout donné et qui a pas pu être premier. Et voilà, donc après tout dépend un petit peu de ce qu'on appelle souffrir, parce que celui qui finit dernier, peut-être qu'il prend du plaisir, mais il souffre très certainement aussi beaucoup. Après c'est une question d'habitude et d'entraînement à la douleur aussi ou à la souffrance. Ouais, puis c'est une question de comment on voit sa course. Nous on est peut-être dans une optique de la faire à fond à notre niveau évidemment. Oui. Mais de se dire ma course elle est pas réussie si j'ai pas tout donné, quoi. Il y a peut-être des personnes qui le voient différemment. Non, mais oui, pour le coup, je pense qu'il y a vraiment des gens qui prennent du plaisir et voilà, et tant mieux, et c'est très bien comme ça, mais, y en a mais qui... effectivement, je comprends, moi aussi j'ai du mal, mais donc du coup, j'en souffre à chaque fois, quoi. Et on se met dans des étapes pas possibles à chaque fois. Oui, de mémoire, pour moi, il n'y a pas une seule course où je peux dire, bah oui, j'ai pris du plaisir tout le long. Bah non, c'est pas vrai, tu vois. T'as des petits moments de flow ou quoi, où t'es un peu dans ton monde, voilà, mais... Bah, je te rappelle quand même que quand t'as passé la ligne à Vitoria-Gasteiz, effectivement, la course à pied, ça avait l'air d'être une souffrance, mais dès que t'as passé la ligne, t'avais la banane jusqu'ici, hein, et t'avais plutôt l'air d'avoir pris du plaisir, même si t'as souffert. Non, ça, c'est juste pour la photo finish, hein. Ah oui, voilà, bah oui, quitte à autant sourire sur la fin. Non, une fois que tu rentres dans la petite tente, tu sais, à côté, avec le ravito machin, c'est bon, tu peux t'affaler et... Non, je te parlais des 25 minutes après quand je t'ai vu et qu'on a enregistré un petit épisode tous les deux. Ouais, non, mais je veux dire, oui, a posteriori, t'as toujours, en fait, c'est juste que tu relativises le truc, tu vois, a posteriori, tu dis, waouh, j'ai pris du plaisir, mais oui, enfin, le plaisir, il est venu après. Il est venu dans l'accomplissement de la course, de ton résultat, voilà, tu vois, mais je veux dire, sur le moment même, si t'es vraiment compétitif et que tu veux vraiment donner le meilleur de toi-même, tu prends pas du plaisir, quoi. On va dire qu'il faut souffrir pour être heureux. Ça fait partie du. Mais si voilà, comme on dit, si c'était pas dur, on le ferait pas. Donc ça fait partie du chemin certainement d'avoir mal. Ouais. Sinon, on n'aurait pas l'accomplissement qu'on a à la fin. Si c'était facile au final, quel serait l'intérêt de faire ça? Et encore une fois, c'est les gens qui sont compétitifs. C'est pas le cas de tout le monde. Ok. Et puis les gens qui sont, pour en revenir, les gens qui sont pas compétitifs, c'est pas un défaut. Non. Hein. Chacun fait son sport comme il veut. Bien sûr. Moi, je suis kiné et souvent les gens ils te disent, moi je veux pas faire de la compétition, j'ai pas l'esprit de compétition, mais c'est pas grave. Hein. L'important c'est de faire de l'activité physique, c'est de bouger, c'est en ça le plus important. Et moi quand je vois un petit peu l'état entre guillemets de mes patients qui viennent me voir, faudrait juste faire de l'activité physique. Rien que bouger. Et donc celui qui prend du plaisir sur sa course et qui met 3 heures de plus que ce qu'il pourrait, c'est pas grave. Hein. Tant mieux. Et d'ailleurs, toi qui es kiné, justement, tu vas peut-être pouvoir nous dire, est-ce que la compétition en tant que telle, est-ce que c'est une bonne chose pour la santé?
niveau physique. Ça, c'est une vraie question. Bon, je pourrais pas te donner de données scientifiques comme ça, là, te balancer 36 études. Mais je crois que j'avais écouté un podcast du monsieur qui avait créé la clinique du coureur et qui disait que, par exemple, sur les articulations, globalement, la course à pied avait un effet positif. C'est-à-dire qu'on avait moins d'arthrose chez les athlètes qui couraient, à l'exception des athlètes élites, qui étaient vraiment dans les élites, qui, eux, pour le coup, avaient peut-être un effet néfaste et un effet d'usure. Donc, ça tendrait à dire que la course à pied et puis la compétition de façon générale peut être bonne. Et puis, c'est l'excès, comme dans tous les domaines, en fait. C'est l'excès qui serait peut-être nocif. Après, de là à dire nocif, je dirais pas nocif. Entre quelqu'un de compétitif et quelqu'un de totalement sédentaire, je pense que le choix, il est quand même vers la personne compétitive et très active. On avait eu exactement cette discussion avec le fondateur de la clinique du coureur, Blaise Dubois, qui est passé sur le podcast. D'accord. Ça remonte déjà un petit peu. Là, maintenant, ça va faire bientôt 2 ans, je crois. Mais qui disait aussi, justement... que entre une personne sédentaire et quelqu'un qui est compétitif, enfin en tout cas quelqu'un qui fait du sport de haut niveau, le sportif de haut niveau vivra plus longtemps et sera en meilleure santé globalement, etc. Santé. Maintenant, effectivement, entre le sport santé et donc plaisir d'une certaine manière versus la compétition où en fait tu vas quand même bien forcer sur ton corps, tu vas le pousser un petit peu dans ses retranchements. Effectivement, voilà, il y a une limite effectivement où ça peut commencer à devenir un petit peu délétère. Au niveau des quantités et puis même quand tu vois l'alimentation des pros, tu te dis se mettre 100 grammes de glucides par heure ou 120 ou 140. Tu prends n'importe quel bouquin de physiologie ou de nutrition, on va te dire c'est du suicide absolu, quoi. Donc il y a certainement 140, ça c'est impressionnant quand même. Mais j'ai entendu les 140. Ouais, je crois que j'ai écouté un podcast de Léon Chevalier qui parlait d'avoir testé plusieurs choses et il parlait. Alors c'est peut-être les Norvégiens qui disaient qu'ils faisaient ça 140. À prendre avec des pincettes évidemment, mais en tout cas les chiffres sont impressionnants. Ils sont partout ces Norvégiens. Ils sont partout. Léon qu'on a aussi eu sur le podcast d'ailleurs, mais c'est vrai je pense pas qu'on avait parlé de ça à l'époque. C'était peut-être sur un podcast concurrent que j'ai entendu ça. Ah, c'est bien possible, il en existe. On ne dira rien. Non, il en existe un autre. On n'a rien à cacher. Tout ça, on a encore digressé, mais on n'est pas trop revenu sur toi. Donc tu nous as dit 32 ans, tu nous as glissé que t'étais kiné dans ta vraie vie. C'est toujours trouve-toi un vrai job ou fais un vrai truc parce que le sport pour certains c'est pas une occupation, c'est pas un boulot. Mais bon, toi ton boulot c'est d'être kiné. En plus, tu prends du plaisir en faisant du sport. Oui. Tu peux revenir avec nous justement sur qu'est-ce que ça signifie le sport pour toi? Quand est-ce que tu as découvert le sport? C'est une question que je révélerai à mon psychologue, ça. Du coup, tu peux t'allonger sur le divan, t'as 2 heures. Non. Voilà. Alors, c'est la séance est gratuite, je vais en profiter. Non, en fait, j'ai toujours fait du sport. Après, j'ai toujours été mauvais en sport quand j'étais jeune. J'ai fait du foot, j'étais dans les dernières équipes. J'ai fait un peu de vélo, j'étais dans les derniers. J'ai même nagé, c'est dire, vu mon niveau natation, j'étais vraiment loin. Et en fait, mes parents m'ont toujours un peu obligé à faire du sport quand j'étais jeune, enfin quand j'avais moins de 18 ans, ce qui est très bien. Et puis après, c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est ça? Alors ils m'obligent pas. Ils t'obligent encore, là. Non. Peut-être même qu'ils trouvent que j'en fais trop. Ils comprennent peut-être pas pourquoi je fais ça. Ça, on est plus dans cette optique-là. Non, mais après, je suis parti en études. J'ai toujours continué le sport, mais après, j'ai fait la fête, comme les étudiants. J'ai eu un mode de vie un peu plus décalé. Mais après, j'ai fait beaucoup de muscu, mais je me sentais pas en bonne condition physique, tu vois. Le cardio, j'ai fait mes études à Paris, donc le mode de vie parisien, il n'est pas vraiment compatible avec une bonne santé globale, j'ai l'impression. Et en fait, j'ai toujours eu ce besoin d'aller faire du sport. J'ai toujours beaucoup mangé, voilà. Le sport, ça a été la façon un petit peu de me rééquilibrer toujours. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai commencé le triathlon. C'est après mes études où je me sentais pas forcément en bonne condition physique. Tu vois, j'étais essoufflé en montant des escaliers, presque essoufflé en parlant. Et là, je me suis dit, merde, il faudrait quand même faire quelque chose. Donc, mon challenge, puisque je suis tout dans la mesure, je me suis dit, je vais faire un Ironman. En premier triathlon, j'ai commencé direct par la distance Ironman. J'ai pas fait de distance plus courte d'abord. Et puis après, je pense que c'est la passion de la distance qui est quand même fascinante. Enchaîner ces distances-là, c'est quand même, c'est incroyable. Quand on aime le sport,
se dépasser, c'est ça qui m'attire. Donc j'ai commencé par besoin et je continue parce que j'en ai encore plus besoin qu'avant, je crois. C'est marrant, il doit y avoir un truc avec les professions médicales, paramédicales, parce que toi t'es kiné. On a eu aussi le docteur Fabrice Kuhn à ce micro qui me disait moi j'ai commencé par l'Ironman. Pareil. Pourtant il est médecin, c'est tout ce que les médecins te disent de pas faire, d'y aller progressivement. Alors vous mettez direct les pieds dans le plat. C'est quoi votre truc en fait? On vous apprend ça à l'école ou en première année de médecine? Pas du tout. Non, honnêtement je sais pas, mais honnêtement, j'ai connu le triathlon par l'Ironman en fait. Je me souviens quand j'étais jeune, j'ai rencontré un type sur le vélo dont j'ai plus du tout de nouvelles et plus de contacts, mais en fait, il me parlait de ses Ironman, il avait fait Hawaï et tout, et puis il m'a fasciné quoi. Je me suis dit mais c'est incroyable ça. Et donc je me suis dit quand je serai grand, je ferai les Ironman. Après, j'ai fait mes études, j'ai oublié tout ça et puis c'est revenu après. Mais après c'est une personnalité de vouloir faire les choses la plus dure possible. Tu vas sur une course, il y a 2 distances, tu vas faire la distance la plus longue. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. C'est un peu cette mentalité-là. On n'est pas tous comme ça, mais en tout cas, moi, je crois que je suis comme ça. Heureusement que sur le marathon, t'as pas le choix. L'Ironman, c'était un peu une évidence. Sur le marathon, j'ai pas le choix. Après, tu pourrais très bien faire du 10 ou du semi. Et puis, non, c'est pareil, en course à pied, la finalité, c'est le marathon. Dans ma tête, c'est comme ça, tu vois. Je comprends qu'il y en ait d'autres qui pensent différemment, parce que chacun a sa vision, mais tu vois, quelqu'un qui fait que du 10, du semi, et qui arrête sa carrière entre guillemets sur ça, je me dis merde, il aura pas connu c'est pour moi c'est le truc à aller chercher. En course à pied, c'est aller chercher le marathon, et en triathlon pareil, aller chercher l'Ironman au moins une fois. C'est marrant ce que tu Ça c'est ma vision Non mais c'est marrant ce que tu dis parce que tu sais, il y a quelqu'un dans ma famille qui est championne de France sur 800, sur 1500, sur 3000 steeples et en essayant de monter sur marathon et de se qualifier au JO pour le marathon, justement, là, la Fédé a bloqué. Non, c'est bon, t'as gagné sur 800, sur 1500, sur 3000, tu peux pas monter sur marathon. Ce qui est pas du tout sa vision à elle. Mais moi, je valide la vision de déjà, on commence par le plus dur. Et puis en plus, notamment dans la course à pied, si on veut avoir l'impression d'avoir tout fait, il faut avoir fait tout le panel, quoi. Dans ma vision, c'est ça. Honnêtement, et puis qu'à l'origine, je savais pas si j'allais continuer pendant des années ça, donc je me suis dit, c'était mon challenge, je voyais pas pourquoi j'allais perdre du temps. En fait, c'est pas perdre du temps, hein, c'est complètement bête de dire ça, parce que j'aurais appris en faisant des distances plus courtes avant. Mais dans ma vision, je voulais faire ça. Et puis quand j'ai une idée en tête, je me pose pas trop de questions. Donc j'ai préparé un Ironman. Quand je me suis mis à borner dès la première année. J'avais pas de coach, j'y connaissais pas grand chose. J'ai borné. Je me suis dit, je fais un Ironman. Et les gens m'ont dit fais au moins des halfs avant. Et au bout d'un moment, j'ai cédé, je me suis inscrit à 2 halfs. Et 2 semaines avant le premier half, je me suis fait une entorse, arrachement osseux. Donc du coup, j'ai pas fait mes halfs. C'était le destin. Et j'ai fait mon triathlon, mon premier Ironman. Et je suis content de l'avoir fait, parce que du coup, c'est une histoire sympa d'avoir commencé sur Ironman. Même si pendant la course, c'est possible que je l'ai regretté. Dans la natation, je me suis dit merde, j'aurais quand même dû en faire des plus courts avant. Ouais, dès la natation, tu l'as regretté. Justement, tu vas pouvoir revenir avec nous là-dessus, parce que le podcast s'appelle Devenir triathlète. Notre objectif, c'est justement de mettre un maximum de gens au triathlon, ou ceux qui y sont déjà, de les pousser à aller un petit peu plus loin. Toi, t'as commencé direct avec l'Ironman. Tu nous as dit la première année, t'as commencé à borner tout de suite. T'avais pas de coach, tu t'es entraîné tout seul. Tu peux revenir avec nous sur cette première préparation, sur ce que ça... Alors, il y a qu'une seule question, mais j'essaie de te guider. Donc, sur cette première préparation, sur éventuellement ce que ça t'a appris, ce que ça t'a apporté. Et puis, je te laisserai terminer sur le résultat de ce premier Ironman. Alors, du coup, j'ai vraiment commencé... j'ai eu mon diplôme. Je me suis dit, allez, c'est parti. Voilà, tête dans le guidon. Alors, j'ai travaillé quand même. J'ai eu mon premier poste de kiné très tôt. Donc, au début, tu commences, t'as pas beaucoup d'argent. Donc, j'ai travaillé beaucoup. Je travaillais beaucoup au cabinet. Et dans ma tête, de toute façon... Pourtant j'avais fait une licence entraînement sportif avant, mais tu vois, dans ma tête, je me dis c'est du long, je prépare avec du long. Il me faut de la borne, et au pire, si je fais un peu n'importe quoi, que j'en fais trop, ça me servira pour après. Je me suis dit, je me fais la caisse, voilà. À aucun moment je me suis dit, je prends un coach, je rationalise mon entraînement. Sinon, je fais la borne, je me fatigue. Ça m'a appris à pas trop en faire, parce que j'ai passé un an vraiment à m'entraîner beaucoup. Donc depuis, en fait, ça fait 7 ans, cette première prépa, ça fait 7 ans, et en fait, d'année en année, j'en fais de moins en moins. J'en fais de moins en moins au niveau de la quantité, mais pour le coup, je rajoute beaucoup de qualité. Donc j'ai vraiment fait beaucoup de quantité. Je savais pas où j'allais au début, c'est-à-dire que je m'étais inscrit nulle part. Dans ma tête, c'était juste j'emmagasine de l'entraînement, j'emmagasine des kilomètres, et quand je me sentirais, je m'inscrirais. Donc je me suis inscrit, je me souviens, à midi au cabinet sur un coup de tête au triathlon à l'Ironman de Vichy.
Ça devait être, je sais plus, peut-être au mois de février, mars. Donc, il me restait 3-4 mois de prépa, ou même 5 mois jusqu'à fin août. Et après, je me suis blessé là, où j'ai fait ma petite fracture, arrachement osseux au niveau de la cheville. C'était 3 mois avant. Là, les médecins m'ont dit, tu vas pas courir Vichy, t'as la cheville cassée. Bon. Moi, dans ma tête, je me suis dit, je vais courir Vichy. Donc, je l'ai couru quoi qu'il arrive. Non, donc voilà, la course s'est plutôt bien passée. Donc, je t'avoue, comme je te le disais, quand j'étais en natation, je me suis dit quand même, j'aurais dû en faire avant parce que t'es un peu perdu, hein. Quand t'as jamais fait de triathlon et que tu te retrouves, c'était un rolling start au début, heureusement que c'était pas une mass start parce que sinon ça aurait été compliqué. Mais c'est vrai que quand t'es dans la file d'attente, que t'as jamais fait de triathlon et que t'attends tout seul, parce que honnêtement la première année je connaissais personne, hein. Je m'étais entraîné un peu dans mon coin, donc je suis arrivé tout seul à l'Ironman. J'avais ma famille mais qui fait pas de triathlon, qui connaît rien. Donc je suis arrivé, j'ai posé mes affaires, je savais pas comment on faisait, donc je me suis posé pas mal de questions avant le départ. Hein. Est-ce que je suis vraiment prêt ? D'autant plus qu'en août 2016, on n'avait pas encore écrit le livre Devenir triathlète, donc tu pouvais pas avoir les bons tips. J'avais aucune info. Vraiment, j'avais aucune info. J'aurais aimé le lire avant, du coup. Mais après, la course s'est plutôt bien passée. Dans ma tête, je voulais faire moins de 10 heures. C'était l'objectif que je m'étais fixé pour le premier. Et puis j'ai fait 9h57. Donc on va dire que ça s'est bien passé. Et attends, et quand tu disais que tu faisais moins en moins de volume avec les années, c'est-à-dire t'as une moyenne à nous partager entre année 1, année 2, année 3 jusqu'à aujourd'hui ou pas ? J'aurais pas de moyenne parce qu'en fait ça dépend vraiment des cycles quand même. Ouais. Et en fait la première année vraiment je m'entraînais 25 heures semaine quoi. Ok. Et aujourd'hui même pour mes prépas Hawaï de l'année dernière honnêtement entre 15 et 20. Hein. Et je pense si on parle vraiment de moyenne c'est peut-être plus à 15 qu'à 20. Je parle des semaines de travail évidemment, parce que les semaines où je travaille pas, où je suis en stage, là, ça monte à beaucoup plus. Ouais, bien sûr. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait que je récupère, que soit je vieillis et je le sens vraiment, mais je peux plus me mettre des semaines à 25 heures, à courir au travail, à me prendre 5 minutes le midi pour manger, à m'entraîner avant d'aller travailler. Je peux plus le faire, ça. J'y arrive plus. C'est peut-être juste mental ou physique, mais en tout cas, j'ai plus envie de le faire. J'ai plus envie de passer ma journée à courir. Et puis après, j'ai aussi découvert vraiment les méthodes d'entraînement. Au fur et à mesure, j'ai pris un coach, ce qui aide beaucoup évidemment sur la planification. Et donc au fur et à mesure, je me suis aperçu que je pouvais quand même être performant à mon niveau, mais performant en m'entraînant pas 25 heures par semaine. Mais bon, t'es quand même encore là aujourd'hui, t'es à 15 heures par semaine. Enfin, en tout cas, pas maintenant, parce que là, t'es sur marathon, mais je veux dire, jusqu'à l'année passée, t'étais à 15 heures par semaine. Dans ces eaux-là de moyenne, ouais. Donc après, il y a des semaines plus importantes et des semaines moins importantes, mais grosso modo, c'est ça, ouais. Après, encore une fois, tout dépend de l'objectif qui est visé, mais en général, on a tendance à dire que pour un Ironman, c'est bien de pouvoir t'entraîner au moins 10 heures par semaine, quoi. 10 heures, oui, moi, ça me paraît quand même être un minimum. Après, il y a toujours des exceptions, des gars qui s'entraînent pas beaucoup, mais qui ont certainement des qualités intrinsèques favorables. Mais 10 heures, ça me paraît même le minimum. Hein. Quand t'entends les gens parler, souvent, ils te disent qu'ils s'entraînent plus. Faut pas toujours croire ce que les gens disent, hein, parce que des fois, quand quelqu'un me dit je m'entraîne 25-30 heures alors qu'il travaille 35 heures semaine, je fais les calculs, c'est compliqué. Hein. Alors, il y a des semaines de pic ou des semaines tu charges, tu peux éventuellement monter, mais quand on parle de semaines moyennes, c'est-à-dire qu'il faut aussi compter celles où tu te reposes, où tu es un peu en récup. Et là, ça me paraît compliqué de faire 30 heures semaine. Hein. Ça me paraît même impossible, mis à part des machines de guerre. Mais ça n'empêche que quand on regarde ton premier résultat à Vichy, tu nous disais que la première année, tu t'es entraîné, t'as borné, t'avais cet objectif Ironman, tu savais pas encore trop quand, mais c'était ton objectif. T'avais quand même une sacrée caisse, un sacré foncier, que ce soit sur le vélo ou sur la course à pied, parce que on regarde, on check 5h05 sur le vélo, 3h25 sur le marathon. C'est pas donné à n'importe quel entre guillemets amateur qui monte sur Ironman. Vous avez tout vérifié. Vous avez tout vérifié, je ne peux pas dire de bêtises. Heureusement que j'ai dit le bon temps. Non, mais comme tu l'as dit, on peut pas croire tout ce que les gens disent, alors on vérifie avant. Hein. Ouais, t'as raison. Oui, alors Herman, quand tu parlais de 25 heures, en réalité, je déconne. En réalité, on a calculé 24h52. On a fait le calcul, on a repris ton Strava. Non, mais je mettais pas tout sur Strava. Non, 25 heures, c'était peut-être pas 25 heures, mais c'était dans la tranche, non, mais dans la tranche haute entre 22 et 25. Mais toujours est-il que quand je dis que je m'entraîne de moins en moins en termes de quantité, ça c'est un peu réel. Enfin, c'est un peu réel, c'est réel, c'est factuel.
Et j'ai complètement oublié la question. Non, voilà. La question c'était. Tu me disais que t'avais quand même de la caisse, que ce soit en vélo ou en course à pied, parce que un premier marathon, un premier Ironman avec 3,25 sur marathon, c'est pas donné à n'importe quel amateur. Et après avoir fait un gros vélo, parce que 34 de moyenne sur 180 bornes, c'est pas mal quand même. Après, j'ai toujours fait du sport. Donc, même quand je te disais que je faisais moins de sport quand j'étais en école de kiné, mon sport c'était la muscu. Quand j'étais en école de kiné, tu vois, j'allais à la salle. C'était un super sport d'ailleurs. Et je pense que j'avais une caisse musculaire et puis ma plus grosse qualité entre guillemets, c'est la capacité de travail. Je pense que je peux m'entraîner. À l'époque, en tout cas, si je pouvais m'entraîner toute la journée, je l'aurais fait. Donc j'ai borné. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, la borne paye, comme on dit. La borne paye toujours. Et tu disais, t'allais à la salle, tu faisais la muscu avec une finalité plutôt esthétique ou plutôt vraiment renfort musculaire qui te permet pour les filles. Pour les filles. C'était pour les filles. Okay. Donc plutôt esthétique du coup, j'imagine. Ouais, bah après. Non, mais ce que je veux dire par là, excuse-moi, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a enregistré justement récemment avec le docteur Fabrice Kuhn où on a parlé de ça. Et en fait, il y a une vraie différence entre tu vas à la salle de sport, pour faire de la muscu, mais est-ce que tu fais de la gonflette ou est-ce que tu fais du renfort musculaire, et c'est très très différent et c'est pas du tout les mêmes exercices. Alors à l'époque, on faisait vraiment de la muscu, c'est-à-dire mais l'objectif était quand même de pousser le plus possible au développé couché ou soulevé de terre. On avait quand même des objectifs de poids, on se faisait des cycles. Mine de rien, on était assez sérieux dans l'entraînement. Mais l'objectif, après, c'est quand tu vas à la salle, l'avantage de sport, c'est que tu vois les effets directement, mais après l'objectif c'était d'être musclé à l'époque, clairement. Mais après il y avait les objectifs de performance aussi, où au développé couché on progressait d'année en année, on se faisait des protocoles et puis on voyait les progrès. Comme en fait on se fait un entraînement en triathlon, il n'y avait pas de compétition, mais on se faisait nos tests réguliers ensemble avec les copains. L'avantage de la salle, c'est que c'est un sport génial. T'es avec tes copains, tu peux toujours parler, t'es toujours en aisance respiratoire. Et puis quand t'es à Paris, je vivais dans le 15e, quand t'es en plein centre de Paris, franchement c'est le sport le plus facile à faire. Des salles t'en as partout. Donc c'était vraiment, puis j'ai pris, je regrette pas du tout d'avoir fait ça, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à faire de la muscu. Ouais, et puis le gros avantage aussi, c'est que ça va pas te prendre une demi-journée, quoi. Je veux dire, quand tu fais de la muscu en général, tu fais une séance entre 30 minutes et 1 heure. Bah c'est déjà, c'est bien, c'est correct, quoi. T'as pas besoin de passer 3 heures à la salle. Alors peut-être que c'était ton cas, je sais pas, mais étant donné que je fais de l'Ironman, j'ai un petit côté psychopathe, donc non, j'ai passé. Ok, donc le mec passait 8 heures par jour à la salle de sport. Je pense que j'ai eu des périodes où quand par exemple j'avais cours que l'après-midi, c'est possible que j'y allais 2 fois par jour. Ça m'est déjà arrivé, ça. Ok. Non, donc j'aimais vraiment ça et je m'investissais déjà avant l'Ironman, avant de faire du triathlon. Je m'investissais dans un autre sport de façon conséquente. Donc ça m'a pas. Le fait de m'entraîner 2 fois par jour, ça m'a pas trop perturbé. Ça faisait déjà partie de mes habitudes avant. Ouais, donc ça a facilité un petit peu le process. Parce que du coup, Vichy, tu disais 9h57, c'est un sub 10, c'est une belle perf pour un tout premier triathlon du coup. Ouais, c'était mon premier triathlon. C'était l'objectif. Après, la course s'est pas passée de façon idéale, mais comme tu disais, un Ironman qui se passe de façon idéale, c'est un petit peu utopique, surtout sur le premier. Donc non, j'étais content, et puis après je me suis dit faut passer à la deuxième étape et aller à Hawaï, parce que c'était ça quand même, je l'avais quand même dans un coin de la tête, même si quand tu fais 9h57 à Vichy, viser Hawaï c'est quand même compliqué, parce que le niveau augmente d'année en année. Je pense que 9h57 la qualif elle était en 9h10, tu vois, j'étais quand même à des années-lumière, donc il y avait encore du travail. Mais c'était en tout cas, dès que j'ai fini Vichy, bon, mis à part les petites larmes peut-être après la course, mais je me suis dit, bon, maintenant on va essayer de trouver une stratégie pour se qualifier à Hawaï. C'était vraiment l'objectif. Bon, ben c'était quoi ta stratégie? Parce qu'on a pas mal parlé justement sur le podcast, mais ça remonte un petit moment, que ça fait un moment qu'on n'a plus parlé de ça, parce qu'il y a des stratégies effectivement pour se qualifier. Toutes les courses n'ont pas le même nombre de slots. Ouais, tout à fait. Le niveau est pas forcément le même sur toutes les courses. Il y a des courses qui sont plus prisées que d'autres. C'était quoi ta strat à toi? Alors la stratégie déjà, donc faut savoir, je connaissais pas bien le milieu quand même, donc je me suis beaucoup renseigné. Et alors, bon, tu dis que 9h57 c'est pas mal, mais pour un niveau en Europe, c'est quand même pas extraordinaire. Donc j'avais bien conscience que le niveau sur les Ironman en Europe en KT 25 ans, souvent t'as que 2-3 slots. En gros, il faut aller taper pas loin des 9h. Donc quand même, j'étais loin. Et j'ai regardé un petit peu le niveau forcément en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, enfin sur les destinations un petit peu plus exotiques. Et donc là, tout de suite, tu vois que par exemple, tu vas en Amérique du Sud, il y a moins de niveau. Clairement.
Donc ma stratégie, ça a été de viser à ce qui était faisable. Donc l'Ironman d'après, ça a été suite Fortaleza au Brésil. Après j'ai fait Florianopolis, encore au Brésil. Les 2 fois, je suis à une ou 2 places du slot, donc j'étais pas loin. Et après j'ai refait Nice quand même, et là j'ai vu que voilà, dès que j'étais en Europe, le niveau il était quand même très 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 costaud. Et donc la stratégie, je l'ai finalisée l'année d'après où je suis allé en Argentine. Et en plus c'était le championnat d'Amérique du Sud, donc plus de slots, moins de niveau. Bon après il y avait toujours que 3 slots dans ma KT, mais c'était un de plus que d'habitude. J'ai fait 4. J'ai eu un roll down. Il y a eu un roll down, je crois, sur toute la course. Il a été pour moi. Donc, des fois, la chance sourit. Et voilà. Après, la stratégie, là, c'est pas vraiment une stratégie, mais vu que je suis mauvais nageur, j'ai eu de la chance, en fait. Parce que les 2 fois où je me qualifie à Hawaï, il y a 2 fois de natation réduite. Donc, je sais pas ce que valent mes qualifs, mais les 2 fois, j'ai eu le droit à une natation réduite. Ce qu'il faut pas le cacher m'avantage. Quand tu dis t'es mauvais nageur, ça veut dire quoi? Je suis mauvais nageur. Alors ma meilleure natation sur Ironman, j'ai fait une 0,2 à Majorque, mais dans ma KT, là je suis en 30 ans, quand tu nages une 0,2, tu sors à 10 minutes, tu sors au moins à 10 minutes de la tête, et puis tu sors à 8-9 minutes de la qualif, quoi. Sachant que derrière, les mecs ils roulent, ils courent, 8-9 minutes, faut aller les chercher. Donc je suis mauvais nageur dans le sens où honnêtement je suis dans l'eau. Il y a un moment où je me suis investi dans l'eau, mais j'ai pas vraiment vu de progrès. Après j'ai jamais vraiment eu de coach dans l'eau, donc j'ai toujours travaillé tout seul. Dans l'eau, je pense que travailler tout seul, ça a une grosse limite à un moment. Donc voilà, en fait il y a un moment où je progressais plus, je prends plus du tout de plaisir dans l'eau. À Nîmes, la piscine, il y a souvent beaucoup de monde, les horaires c'est merdique. Donc voilà, je progresse plus, je prends pas de plaisir dans l'eau. Donc ça c'est un sacré frein aussi pour le triathlon. Tu vois, là je suis en train de me dire s'il faut reprendre le triathlon, il faut retourner nager. Et ça, ou soit il faut accepter de faire du triathlon en perdant encore plus de temps dans l'eau. Mais il y a un moment, ça a une limite aussi. Et Nîmes, t'es à combien de la mer? T'es pas loin, t'es à 30 bornes. Ah ouais, mais bon, tu mets 35 minutes pour aller à la mer, te changer, 35 minutes pour revenir. Dans l'agenda déjà chargé, c'est compliqué. Et puis la Méditerranée, mine de rien, t'y nages pas toute l'année. C'est pas la mer du Nord, c'est pas la mer de la Manche, mais t'y nages pas toute l'année quand même. T'es pas normand? Je suis normand, mais ça fait 7 ans que je suis dans le sud, donc je sais pas si ça compte encore. T'es un normand acclimaté au sud. Tu t'habitues, ouais. Et quand je remonte chez mes parents en Normandie, c'est difficile. Pour info, pendant que vous parliez, je regardais Vichy 2016 dans ta catégorie d'âge, donc homme 25, ça se gagne en 8,53. Ah, c'est énorme. 8,53. On a vu des conditions où c'était canicule. Donc le niveau de toute façon, le niveau en Europe. Tu peux te dire que les 3 premiers de la KT 25 par exemple, ils passeront pro à un moment où ils ont les moyens de passer pro. Donc toi, quand t'arrives d'un peu de nulle part et que t'es pas un sportif de haut niveau, la qualif pour aller la chercher. Il faut mieux se concentrer sur des courses en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, où c'est plus accessible. Ouais, ou en Asie aussi, il y en a pas mal. Ou en Asie, ouais. Je suis jamais allé jusque là-bas, mais effectivement, je crois qu'en Asie, il y a aussi quelques courses accessibles. Et donc, du coup, tu as fait Vichy, Fortaleza, Florianopolis, Nice, l'Argentine. C'était à Mar del Plata. C'est 4 heures au sud de Buenos Aires en voiture. Ouais, c'est pas très loin. Enfin, pas très loin. Ouais, alors attention, pardon, je vais reprendre parce que j'ai vécu j'ai vécu un petit peu à Montevideo, en Uruguay. Et donc l'Argentine, je connais un petit peu en tout cas, et les distances sont pas les mêmes. C'est-à-dire que 4 heures en Argentine en voiture, c'est parce que le pays est immense, ouais. Oui, parce que souvent, en fait, quand tu vas aller dans l'autre ville la plus proche, c'est 12 heures de bus ou de bagnole. Donc, en fait, 4 heures, c'est relativement court. Quoi. Mais entre Buenos Aires et Mar del Plata, le lieu de l'Ironman, tu prends une voiture, tu fais 4 heures, t'as pas une habitation en 4 heures, c'est le néant 4 heures, voilà. Et c'est... Exactement, c'est les grandes plaies. Exactement. Tout le monde roule en 4x4, c'est un concept. Ouais, c'est un peu la terre des cow-boys du sud. Exactement. Oui, effectivement, il y a aussi une densité de population qui est pas la même, et le triathlon est moins, il y a beaucoup moins de pratiquants, quoi. Il y a beaucoup moins de triathlètes dans cette pays. Quoique au Brésil, il y en a quand même quelques-uns aussi. Il y a quand même un petit niveau au Brésil, Ouais, au Brésil, quand je suis allé j'ai fait 2 Ironman au Brésil, et les triathlètes brésiliens sont pas mauvais. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être moins de
de nombre de licenciés ou de mine de rien, c'est un sport tellement cher. Enfin, c'est injuste pour les gens là-bas. Hein. Quand tu vois le prix de l'inscription, je crois que les inscriptions en Amérique du Sud, ceux que j'ai fait à Florianopolis, à Mar del Plata, je crois que c'était 800 € l'inscription. Enfin, c'était un délire. Donc t'imagines déjà pour nous 800 € dans une inscription, c'est cher. Bon, là-bas, le niveau de vie n'est pas le même pour tout le monde. Ça fait une sélection, j'imagine, pour eux qui est encore plus importante que pour nous. Quoi. Donc on va chercher malheureusement, on va leur piquer leur place. Bon, c'est le jeu qui est fait comme ça, mais c'est vrai que les gens là-bas se font piquer leur slot par les Européens qui ont peut-être plus de moyens et qui viennent de loin pour prendre les places. On a rarement un Brésilien qui vient de prendre ta place à l'Ironman de Nice. Ça marche pas trop dans l'autre sens. Ouais, enfin bon, après voilà, il y a d'autres sports effectivement qui sont plus populaires là-bas. Ok, et donc l'Argentine, Mar del Plata, et après ça, t'as fait quoi? Après Mar del Plata, je me suis qualifié à Hawaï pour la première fois en 2019, donc j'ai fait Hawaï. Après, il y a eu Covid, donc il y a eu un an où j'ai rien fait, et après j'ai fait Majorque. Donc cette fois, je me suis dit, tiens, je me suis qualifié une fois, je vais tenter de me qualifier en Europe. Je vais essayer de passer le cap. Donc j'ai fait une bonne course à Majorque, c'est ma meilleure course sur Ironman. Mais j'ai fait 9e de ma caté. Je suis passé en 30 ans et je fais 9e, j'étais à ma place. Hein. Et juste après Majorque, sur un coup de tête, on est parti avec des copains en Afrique du Sud. Donc un mois plus tard, je crois. Ce qui a été très compliqué, surtout qu'entre Majorque et l'Afrique du Sud, j'ai eu une grosse chute à l'entraînement. Donc je suis arrivé en Afrique du Sud, j'étais fracassé de mon Ironman à Majorque. J'avais le genou qui était complètement ouvert, donc j'ai fait la course avec des pansements. Et j'ai fait l'Afrique du Sud comme ça. Mais coup de chance, là, j'ai pas fait une très bonne course, mais il y a eu un manque de densité dans ma caté. Je fais 4 et je prends ma 2e qualif pour Hawaï. Donc l'année d'après. Ce qui a été mon dernier, l'année dernière à Hawaï en octobre. Et depuis, j'ai pas beaucoup retouché à mon vélo et je suis pas retourné à la piscine. Ça a fait partie du choix en début d'année. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais une prépa Ironman en début d'année? Il y a eu l'annonce que les championnats du monde étaient à Nice. Et là, je me suis dit, tiens, c'est le moment ça faisait longtemps que je voulais faire un marathon à sec sans rien d'autre. Et en fait, c'était franchement, le moment pour le faire. Il y a pas mal de choses qu'on fait que c'était le moment pour faire un marathon. Et le fait que ce soit à Nice, ça a participé au choix. Bon, on reviendra sur la partie un peu course à pied, parce que c'est vrai que tu crapahutes, hein, tu cours quand même. Mais moi, je suis toujours impressionné par les gens qui vont à Hawaï. Alors, raconte-nous la première et la deuxième expérience à Hawaï. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est vraiment la terre du triathlon? Ouais, on dit souvent que c'est le Disneyland du triathlète, et c'est un peu ça, hein. T'arrives là-bas, t'as les marques partout. C'est vrai que quand t'es fan de vélo, t'as toutes les marques qui exposent leurs vélos. Souvent, tu vas sur les stands, t'as les vélos des pros. Donc là, t'as le vélo de Kinle, de Lucy Charles. La première année, il y avait Frodeno. Donc t'as tous leurs vélos qui sont exposés au stand. T'as des triathlètes partout. Et ce qui est incroyable, c'est que dès que t'es à l'étranger, tous les Français deviennent tes copains, tu vois. Il y a un mécanisme qui fait que quand tu croises des Français à l'autre bout du monde, tout de suite, ça devient des potes. Donc tu vis un truc incroyable avec plein de Français que tu connaissais peut-être pas avant. La première année, j'y suis allé en famille, donc tu vois le concept de se retrouver en famille à Hawaï, c'était déjà un concept par définition, quoi. Jamais on aurait imaginé ça. Donc c'était vraiment cool. Après, j'y suis allé vraiment sans pression parce que j'avais une qualif, un petit peu à l'arraché. Tu sais qu'à Hawaï, enfin moi en tout cas pour mon niveau, j'ai rien à y gagner. J'ai juste à finir la course. Donc en fait, j'ai pas du tout stressé pour cette course-là. C'est une des courses où j'ai le mieux dormi la veille de course. Et après, tout est grand, hein. Tu vois, le matin de course, t'arrives. Je me souviens que j'ai posé mon vélo la veille, mais le matin, tu te prépares. Et là, je tourne la tête et il y avait la zone de départ des pros où là, tu vois tous les pros que tu regardes à la télé. Parce que moi, je suis un grand fan de l'actualité triathlon. Je suis une groupie des pros, tu vois. Je les suis. Et là, quand tu vois à 2 mètres de toi, t'as Frodeno qui se prépare, t'as c'est incroyable. Et un des meilleurs moments de la course pour moi, c'est donc tu vois, tu pars sur ta course, je pars en vélo et sur la Queen K, tu croises les pros. Et là, c'est incroyable parce que t'es vraiment dans le truc. C'est là que tu réalises. Tu vois une voiture arriver. Et alors sur mon premier Hawaii, je crois que c'était Frodeno qui était en tête. Il y avait Alistair Brownlee avec lui et il y avait Tim O'Donnell, je crois. Et c'est incroyable. Tu vois, tu les croises sur la Queen K. T'es là sur ton vélo. Là, je te cache pas, je m'arrête de pédaler, je sors de ma course. Hein. Et j'encourage, et tu vois, t'as tous les groupes derrière qui passent, et c'est fou. Moi, à chaque fois, je me suis arrêté pour les regarder passer, pour savoir qui était là. Et pareil sur le marathon. Quand je rentre en vélo, il y avait Frodeno qui attaquait la Queen K à pied. Et là, tu vois Frodeno qui court juste à côté de toi, c'est fou. Vraiment, pour moi, c'est ça le plus grand souvenir, c'est
d'être aux premières loges, tu vois, pour voir la course des pros. À ce moment-là, ma course, elle n'existe plus, tu vois. Et pareil, en 2022. En 2022, alors je connaissais un peu plus les triathlètes pro français, donc c'est vrai que je l'ai vécu, c'était cool. Et sur le vélo, je me souviens à peu près au même endroit qu'il y a 3 ans, je vois une voiture arriver et là je me dis putain, qui c'est qui est en tête? Et là je vois la silhouette, putain, Sam Laidlow qui est en train de faire un truc. Il avait une avance, c'était incroyable. Et après c'est pareil, à pied c'est pareil, quand tu croises les premiers, tu le croises. Là il était encore en tête quand je le croise sur la Queen K, il devait peut-être encore avoir 2 minutes d'avance sur Blumenfeld et Iden. Et là je me suis dit, moi je rentrais en vélo, lui il attaquait la Queen K et je me suis dit putain il va le faire. Je me suis dit vraiment il avait de l'avance. Et voilà, pour moi c'est ça tu vois, j'y retournerai peut-être à Hawaï juste pour voir la course. En attendant, t'as 330 épisodes du podcast Devenir triathlète à écouter si t'es une groupie des triathlètes professionnels. En fait, j'ai jamais écouté trop de podcasts avant cette année et là, je m'y mets. Donc, de plus en plus sur mes footings, sur mes sorties cool ou dans la voiture, j'écoute des podcasts. Donc, d'ici un petit moment, j'aurai tout écouté. Encore un peu de travail. S'il y en a plus de 300, c'est un peu compliqué, mais ça va le faire. Bon, tu parlais de Sam Laidlow. Pour celles et ceux qui veulent le réécouter, on a rediffusé l'épisode complet parce que c'était à l'époque où on faisait des épisodes quotidiens. Donc on l'a remonté et j'en ai fait un épisode complet. C'est le 298. Vous pouvez aller écouter l'épisode de Sam Laidlow. C'était assez sympa et c'était il y a 2 ans maintenant, donc ça remonte. Je l'ai écouté la semaine dernière, pour te dire. Tu vois, j'ai fait une sortie récup sur le home trainer et ça a été mon occupation. Et c'est passé vite. C'était très sympa. Et du coup, donc toi en fait, Hawaï, tu y vas, c'est Disneyland quoi. Tu y vas juste pour t'amuser, pour profiter, pour prendre du plaisir. T'es plus du tout dans la performance. J'aimerais bien être dans la performance, mais bon après il faut être réaliste avec son niveau. Hein. Quand tu vas à Hawaï, le niveau il est juste incroyable. Chez les pros évidemment, mais chez les amateurs aussi. Hein. Quand je vois certains copains, tu vois, il y a Yannick Matejisek là qui fait 6 chez les amateurs, c'est un niveau qui est incroyable. Donc moi j'y vais. En fait, les 2 fois où j'y suis allé, la première fois j'étais un peu blessé au genou, donc je savais que j'allais pas trop pouvoir courir, c'est ce qui s'est passé. Et la deuxième fois l'année dernière, j'étais cramé, vraiment physiquement, mentalement, je suis arrivé là-bas, j'étais cramé complet. Donc je savais que ma course, ça serait vraiment compliqué. Donc dans les 2 cas, de toute façon, la performance, je l'ai mise au second plan et je me suis dit l'objectif, je finis ma course, je profite du moment. Et de toute façon, j'ai rien à y gagner, il y a pas de qualif à aller chercher, il y a juste finir la course. Même si l'année dernière, j'ai failli pas la finir. Mais voilà, j'y vais vraiment dans cette optique-là, sans avoir de pression de résultat, contrairement à certains qui y vont en jouant pas mal de choses, quoi. Et comment ça, t'as failli ne pas la finir? Faut que tu reviennes avec nous sur cette anecdote que tu nous balances comme ça, insidieusement. Eh bien, alors faut dans le contexte, j'ai eu une année compliquée au niveau sportif. Hein, c'était ma dernière prépa Ironman et voilà, j'étais déjà dans une phase où je trouvais ça compliqué de tout gérer. Donc je suis arrivé là-bas, j'étais cramé. Vraiment, je pense qu'il n'y a pas un seul entraînement à l'Ura Ironman qui est passé dans la prépa. Donc je suis arrivé là-bas en mode je viens, je finis. Et bon, ça c'est j'ai eu des douleurs de ventre, j'ai eu des crampes d'estomac assez tôt dans la course et en fait, j'ai pas pu boire sur le vélo déjà. Rien qu'à la moitié du vélo, j'arrivais plus à boire. Autant dire que j'ai été déshydraté très tôt. Le début du marathon, ça a été un calvaire, j'ai couru 15 bornes. 15-20 bornes, et puis après j'ai commencé à marcher, j'avais mal au ventre, j'arrivais plus à tenir debout. Je me suis allongé 1 fois, 2 fois, et la deuxième fois je me suis allongé au ravitaillement d'Energy Lab, donc c'est celui qui est le plus loin possible sur le parcours. Et là je me suis allongé, et mentalement je me suis dit je vais pas pouvoir repartir. J'étais mal, ça faisait 2 heures que j'avais pas bu, autant dire que j'étais déshydraté, j'arrivais plus à tenir debout. Je me souviens que les bénévoles m'ont demandé si j'avais besoin d'aide, mais quand tu demandes de l'aide sur Ironman, c'est DNF, hein, donc j'ai dit non plusieurs fois, puis au bout d'1 heure quand même, j'ai dit c'est bon, je peux plus. Donc en fait, ils ont appelé l'assistance médicale. Donc là, elle m'a demandé est-ce que vous voulez abandonner, hein. Donc là, j'ai lâché une petite larme et j'ai dit oui. Et là, pour l'histoire, l'assistance médicale, elle a dû arriver 15 minutes après. Le médecin est descendu, il est arrivé en face de moi, il a regardé mon dossard et puis il a dit vous n'êtes pas le numéro tant. Donc en fait, c'est pas moi qui venais chercher. Donc le médecin m'a pas touché, donc j'ai pas été mis hors course. Le médecin est parti et en fait j'ai attendu, 1h30 après. Pendant 1h30, un médecin devait venir et en fait personne n'est jamais venu. La nuit commençait à tomber, puis moi je me suis dit personne vient me chercher, je suis au bout du parcours, qu'est-ce que je fais? Donc du coup t'as repris la course. Alors j'ai déjà demandé à la bénévole à côté. La bénévole quand même, elle m'a donné son siège, donc j'ai eu de l'assistance quand même. Hein. Elle m'a donné son siège, la pauvre, elle donnait les special needs. Et moi pendant 1h30, je lui ai pris son siège et j'ai regardé la course. Bon, j'étais pas fier, hein, j'étais pas bien. Donc je lui ai demandé si je pouvais repartir ou si j'étais hors course. Elle m'a dit que non, le médecin n'était pas venu, donc j'étais en course.
Donc j'ai essayé de repartir, j'ai fait le petit tour jusqu'au bout d'Energy Lab. Je suis revenu, puis là je me suis dit je vais finir en marchant ou peu importe. Et donc j'ai essayé de courir, de marcher, de trottiner. Et puis pour l'anecdote, à 10 bornes de la fin, j'ai croisé Johanna Ritter sur le bord de la route qui m'a encouragé, qui m'a dit allez Simon. Donc voilà, j'ai eu la lucidité, un peu d'énergie pour lui dire que je m'appelais Herman. Et puis elle est restée avec moi quasiment jusqu'au bout de. Exactement, je lui ai dit en fait mon prénom c'est Herman. Mais n'empêche qu'elle m'a motivé et j'ai réussi à recourir. Et en fait j'ai bien couru les 2 derniers kilomètres, tu vois. Je pense que j'ai fait un des meilleurs temps de la course sur les 2 derniers. J'en avais tellement marre, j'en pouvais plus. Il faisait nuit, hein. J'avais jamais imaginé finir Hawaï de nuit, hein. C'est d'ailleurs très spécial parce que quand t'es sur la Queen K et que tu rentres, en fait il y a pas d'éclairage, il y a rien. T'es dans le noir complet et tu croises des gens qui arrivent dans l'autre sens, donc eux ils vont faire 25 bornes dans le noir. Mais quand je dis dans le noir, c'est qu'ils sont dans le noir complet, c'est-à-dire que tu les vois au dernier moment, c'est un concept. Et là tu te dis putain, eux ils sont courageux, ils ont encore 25 bornes à faire, faut descendre dans Energy Lab et tout, c'est courage, chapeau à eux. Et donc j'ai fini alors que j'avais dit à un moment à la bénévole que j'abandonnais. Donc vraiment je me voyais abandonner et je suis content finalement que l'assistance médicale soit pas venue. Parce que si le médecin était venu, j'aurais été mis hors course. Donc l'histoire c'est bien fini. Et du coup tu l'as terminé et ça fait combien de temps ça tu termines de je sais. Parce que du coup 5h57 sur le marathon, c'est y compris ton heure et demie à piquer la chaise à la bénévole, c'est ça? C'est ça. Alors il y a un concept d'un copain, Laurent Marciou, qui se reconnaîtra. C'est ceux qui font des marathons plus longs que le vélo. En général, c'est pas bon signe. Donc en fait, il pensait faire un truc, leur offrir une médaille, un trophée, parce que c'est quand même drôle. Je sais plus, il leur avait donné un nom. Donc je fais partie du club de ceux qui font le marathon plus long que le vélo, et en général, c'est que ça s'est pas bien passé quand même. Mais je l'aurais fait une fois et je l'aurais fait à Hawaï quand même, donc c'est quand même pas mal. Bon, et du coup, on comprend un peu mieux que à la fin de cette dernière année de prépa d'Ironman, tu sois un petit peu un petit peu rempli et que tu te dises je vais peut-être passer à autre chose pour l'instant. Ouais, en rentrant d'Hawaï, j'ai fait pour la première fois de ma vie, j'ai fait je crois 4 ou 5 semaines sans sport complète. Parce que vraiment j'en avais besoin, c'était vital et ça m'a pas manqué pendant ce mois-là où habituellement à la fin de la saison quand je coupe 2 semaines, je suis en sueur de reprendre. En manque. Et là non, là j'avais besoin de couper et finalement quand j'ai repris un peu de plaisir à courir, même beaucoup de plaisir à courir. Mais ça m'a laissé un petit goût amer sur la prépa Ironman, ce qui explique que je suis encore plus en questionnement sur la suite. Et parce que du coup, quand t'es dans ces états où t'es mal, parce que toi après t'étais vraiment mal quoi, je veux dire, enfin après c'est pas genre après 15-20 minutes tu te dis bon allez ça y est je repars en fait. Non là honnêtement la cause de ça je sais. T'es resté dans le mal. Je suis resté dans le mal, j'avais des crampes d'estomac, tu vois les crampes où tu peux pas te tenir debout, t'es obligé de courir plié. Et donc j'avais pas bu depuis 2 heures quand je me suis arrêté, donc tu rajoutes 2 heures de pause, j'avais pas bu depuis 4-5 heures en fait. Et je savais qu'il fallait que je boive parce que j'étais vraiment très très mal. Donc en fait j'essayais de boire mais j'y arrivais pas. J'avais l'estomac, tu vois, comme s'il était plein. Et en fait je buvais 3 gouttes et je repartais et j'arrivais pas à boire plus. Donc j'étais vraiment, honnêtement, s'il y avait eu une voiture pour me ramener, j'aurais dit oui. Hein. Là vraiment j'ai été mis devant le fait accompli qu'en fait que j'avais aucune aide. Et que je confirme qu'il faut pas avoir un problème sur Ironman, hein, parce que c'est pas dit qu'on vienne te chercher. Hein. Mais attends, parce que la bénévole, il y a bien un moment, elle allait rentrer, non? Bah ouais, mais après, je pense parce qu'il me semble avoir vu ce que j'avais fait 12h30, quelque chose comme ça. Donc il y en a qui finissent en 16h. Elle était là pour un moment encore, la bénévole. Hein. Elle m'aurait ramené un moment, mais il y a un moment, je me suis dit, putain, je vais finir, quoi. Même en marchant. Mais là, mentalement, il me restait, je devais être au 20e, il devait me rester 22 kilomètres. Là, mentalement, t'es pas bien, tu te dis, tu vas marcher 22 kilomètres. Dans ma tête, c'était mort, je pouvais plus le faire. Enfin, j'étais cramé déjà avant la course, alors là, te dire, faire 22 bornes en marchant, finalement, j'ai réussi à courir un peu. Mais là, ça a été très dur de repartir. Très, 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 très dur. C'est peut-être le truc le plus dur que j'ai fait. Et c'est là, c'était repartir. C'est là aussi où en général, quand t'as une seule boucle, c'est plus facile parce que t'as pas le choix. Là, s'il y avait eu, là où t'as des petites boucles, ça c'est très compliqué. J'ai pas les stats, hein, mais je suis persuadé que le taux d'abandon explose quand t'as des petites boucles en course à pied, c'est des boucles de 10 km. Quand t'es à l'Ironman de Nice, quand t'es au départ, tu te dis, il faut retourner à l'aéroport 2 fois. À mon avis, t'as plus vite fait d'abandonner, ouais. C'est possible.
t'as le petit marchand de glace à côté, là, t'as vite fait de dériver, quoi. Et tu vois, mon entraîneur, lui, il travaille là-dessus, parce que là, cette semaine, j'ai bouclé, par exemple, 75 et 80 bornes en courant, et pour le 80, on est passé 3 fois devant la voiture. Et il m'a dit, ah, tu veux que je dépose quelque chose? Tu veux que je prenne quelque chose dans la voiture? Non, c'est bon, continue, parce que sinon je m'arrête là. C'est vrai que c'est un entraînement à travailler pour certaines, tu vois, pour les championnats du monde à Nice, c'est peut-être quelque chose à travailler. Pour les pros, là, ce fait de faire des allers-retours où c'est quand même différent de faire des circuits. C'est comme la Mastart, hein, ça se travaille, hein, finalement. Ça se travaille avant, hein. Tu peux travailler une Mastart en piscine. Tu peux travailler une Mastart en piscine. Ouais. T'as rarement autant de monde, heureusement. Mais ça peut se travailler, ouais. Tu peux travailler un Mastart en piscine sans ouais, tu te mets à 10 dans une ligne, c'est bon. Hein. Ouais. Mais ça, c'est ce que tu fais, ouais. Quand c'est un concept. Quand tu veux nettoyer un peu ta ligne, tu vois, ça, c'est Quand tu as la mamie, voilà, exactement. la mamie dans la fast lane. En plaquette. La petite méthode au début, tu passes proche. Après, la deuxième étape, c'est tu lui mets des petits coups pour lui faire des bulles. Puis la troisième étape, c'est tu mets un petit coup, tu vois. Faut y aller étape par étape. Et la quatrième étape, c'est tu lui montes dessus. Et là, si elle comprend pas, tu peux plus rien faire. Au virage, un petit coup de plaquette et bim. C'est cadeau. Cette image de toi en souffrance pendant 2 heures à Hawaï, c'est pas l'image qu'on voit de toi sur Insta, ouais. Où en général t'as tout le temps la banane, on te voit tout le temps avec un grand sourire, en train de faire des blagues. Qu'est-ce qui, ce parcours Instagram, c'est venu d'où en fait? Parce qu'aujourd'hui là on te voit souvent, tu fais des reels, enfin moi tu me fais bien rire en tout cas, mais c'est un truc, enfin c'est venu d'où ça? Alors c'est drôle parce qu'à l'origine on m'a forcé à me mettre sur Instagram, tu vois. Au début je suis pas du tout réseaux sociaux, j'étais un peu Facebook parce que je trouve ça sympa, tu as les nouvelles des copains, des vieux copains. Et Instagram, ouais. J'y suis venu très très tard, je crois que j'y suis venu quand je me suis qualifié à Hawaï la première fois. Donc fin 2018, un peu dans l'optique chercher les sponsors, voilà, tu vois, chose qui ne se fait pas comme ça, hein. Il faut proposer quelque chose pour avoir des gens qui t'aident. Mais donc du coup, au début, pendant 2 ans, j'étais sur Instagram sans y être, tu vois. Et en fait, c'est vraiment venu pendant le confinement où j'ai fait des vidéos et en fait, ça a fait rire les copains, donc j'ai continué. Et après, j'ai vu qu'il y avait un petit engouement, donc en fait, j'ai continué comme ça. Et souvent, c'est vrai que les gens, comme tu dis, me disent que je suis toujours positif, toujours en train de sourire et tout, mais parce que je montre que ça. C'est pareil, il faut pas croire ce que les gens disent, il faut pas croire Instagram. Souvent, sur Instagram, tu montres que ce qui va bien. Donc, tu te montres quand ça va bien. Et puis même, moi, j'ai pas envie de... Bah, quand t'as une sale gueule, tu prends pas des photos et tu les publies encore moins, quoi. J'ai publié celle juste après Hawaï où je suis dans Energy Lab et je descends en train de marcher, la trifonction ouverte, et là le photographe m'a canardé alors que j'étais en détresse absolue. Et je l'ai vu, il a pris 15 photos, je dis ah putain salaud. Et après coup je me suis dit que j'aurais dû faire une pause, parce que je me suis allongé, j'aurais pu m'allonger devant lui, ça aurait été rigolo, mais j'ai absolument pas eu la lucidité de faire ça. Mais celle-là je l'ai publiée, c'est peut-être la seule photo où j'ai mis parce que j'ai pas envie de montrer cette image là, j'ai plutôt envie de montrer un truc positif ou c'est pareil, oui, je parle pas trop de mes états d'âme, je parle pas trop des temps en général parce que j'essaie d'avoir un fil conducteur sur l'humour en fait. Pas rentrer dans le... Bah oui, non, mais tu t'es créé un vrai personnage, quoi, je veux dire. Ouais, et puis tu vois, du coup, je suis beaucoup sur Instagram, mais pourtant, j'apprécie pas toujours tout ce qu'il y a sur Instagram. Des fois, je trouve que c'est trop, des fois, j'ai pas envie de raconter toute ma vie sur Instagram, tu vois. J'essaie vraiment de montrer et de l'orienter à chaque fois sur un truc rigolo. C'est ma ligne directrice. Et du coup, t'as un objectif là derrière de pouvoir, je sais pas, faire grandir ta communauté, d'en faire quelque chose à un moment, de pouvoir, je sais pas, peut-être monétiser ta communauté, de pouvoir. Non, j'ai pas trop réfléchi à ça, honnêtement. À l'origine, je le fais vraiment. Là, tu le fais pour le fun. Je le fais pour le fun parce que ça m'occupe, parce que des fois, quand j'ai une journée de travail de 10 heures, quand je vais sur Instagram et que je mets une vidéo drôle et que ça commente et qu'il y a une interaction, je trouve ça rigolo. Et puis me faire les stories le soir, ça me fait rire. Donc en fait, je le prends comme quelque chose qui me fait du bien, en fait, comme l'entraînement. Hein. Mais j'ai pas trop d'arrière-pensée. Tu vois, je suis jamais allé démarcher quelqu'un pour lui dire tiens, regarde ma communauté, sponsorise-moi, donne-moi des trucs. J'ai jamais fait ça. En fait, ça vient tout seul. Donc je suis sur la même ligne, c'est-à-dire que je fais mes trucs. J'en fais de moins en moins parce que j'ai l'impression d'avoir de moins en moins de temps, alors que je fais plus de triathlon pour l'instant. Mais en tout cas, j'ai pas d'objectif de monétiser le truc. Voilà, c'est après quand il y a un petit sponsor qui arrive, c'est toujours bien, hein, parce que mine de rien,
quand t'as des sponsors ou qui te font des prix sur les vélos ou que tu payes pas les chaussures, l'alimentation, bah mine de rien ça aide, hein, dans le quotidien, c'est toujours ça que tu dépenses pas et que tu peux mettre ailleurs ou que tu peux économiser en travaillant 1 heure de moins par-ci par-là. Donc je prends ce qu'il y a à prendre, mais je le prends plus comme un plaisir que comme quelque chose que je fais avec une arrière-pensée de voilà, je gagnerais pas ma vie avec ça. Et pourtant c'est un sacré boulot. Ouais. Ça te prend. C'est pas un truc qui te prend 20 minutes sur ta semaine. Ça me prend du temps. Non, ça prend du temps. Je pourrais pas dire combien j'y mets par jour ou par semaine, mais alors pendant le confinement, ça me prenait mes journées entières. Le premier confinement, mais c'était mon truc, quoi. Je faisais des vidéos toute la journée. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de vidéos qui sont pas sur Instagram, ils sont que sur Facebook, et c'est peut-être mieux parce qu'il y avait des délires. Des délires qui t'allais un peu trop loin. C'était à l'origine, j'avais ma communauté que sur Facebook. En fait, c'était que mes copains proches. Donc dans l'idée, je faisais mes vidéos pour mes copains, donc qui me connaissaient un petit peu. C'était pas destiné à un public plus large. Donc des fois, il y a des vidéos un petit peu plus décalées encore que ce que je fais maintenant. Mais voilà, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Ouais, que ça prenait du temps. Ouais, donc ça me prend du temps, mais ça me prend moins de temps parce que j'en fais moins. Mine de rien, avant, je faisais minimum une vidéo par semaine, alors que là, j'en fais une tous les 2-3 semaines. Si je fais ça, c'est déjà pas mal. Et après, ça me prend du temps, les stories tous les jours, mais souvent j'ai une idée et puis j'essaie de l'exploiter pour que ça dure et que ça prenne ça. Mine de rien, j'ai pris mes automatismes, donc ça me prend moins de temps qu'avant. Mes vidéos même sont moins longues, donc ça me prend du temps, mais c'est du temps que j'aime prendre. Si ça me plaisait pas, je le ferais pas. Clairement. Bien sûr, c'est comme souvent avec création de contenu. Enfin, je veux dire, nous là, ça fait plus de 340 épisodes qu'on enregistre, tu vois, sur le podcast. Bon, ça nous prend un peu de temps. Parce que il y a un moment, ça nous prend un peu de temps et on le fait aussi parce qu'on aime bien ça. Ouais, c'est obligatoire. Personne nous force à faire ça et puis après, quand ça fonctionne, quand t'as des bons retours, que les gens apprécient, c'est cool. Et puis Mais ça t'ouvre des portes aussi, ça j'imagine. m'ouvre des portes. Tu vois, par exemple, le marathon de Paris, je l'ai fait avec Oka. Donc c'est eux qui ont financé un peu tout le truc. Et puis on a eu un week-end ambassadeur à Oka, à Paris avec Oka. Donc des choses que je ferais pas tout seul. Donc tu connais plein de gens. C'est pareil avec Rib pour le vélo. C'est génial. Ça m'a ouvert plein de portes. Ça m'a fait connaître plein de personnes. J'ai des vélos que j'aurais pas. Clairement. J'ai des vélos top gamme que j'achèterais pas si j'avais pas des possibilités d'avoir des prix sur les vélos, hein, clairement. Donc en fait, ça ouvre plein de portes. Je connais plein de monde. Tu vois, quand je suis parti en stage à Lanzarote avec les pros, sans Instagram, j'aurais pas fait ça, tu vois. Donc tout ça, c'est rigolo et tout ça, c'est grâce à Instagram. Donc je suis pas un fan immense d'Instagram. Il y a plein de choses que je trouve inutiles sur Instagram, mais au final, il y a quand même des côtés positifs. Et puis même quand je vais sur des courses, quand il y a des gens qui te reconnaissent, tu connais enfin c'est vraiment sympa. Ouais, je comprends. Enfin, le côté un peu clown comme ça, tu vois, de vouloir, en tout cas de divertissement, de vouloir faire rire les gens, c'est un truc. T'es comme ça depuis tout le temps, depuis gamin, tu faisais déjà ça, ou bien c'est vraiment un truc qui est arrivé par la suite? Mais de base, c'est quelqu'un de sérieux. Non, j'essaie toujours de tourner un peu le truc à la déconnade, même si pas tout le temps. Je suis pas toujours de bonne humeur. Parce que des fois, ma copine me dit que je suis plus de bonne humeur sur Instagram que dans la vraie vie. Non, mais bon, quand on est fatigué le soir, je suis pas toujours à déconner sur tout. Mais je crois que j'ai toujours essayé de tourner les choses un peu à la dérision et sans être trop sérieux. Tu vois, je suis triathlète amateur. Des fois, alors je parle pas forcément que dans le triathlon, mais je voyais des gens sur Instagram dans n'importe quel domaine qui se prennent au sérieux comme s'ils étaient pros, comme s'ils te racontent leurs courses pendant 10 pages, comme si, tu vois. Des fois, j'ai l'impression que c'est trop. Donc moi, en fait, j'ai fait ça pour être un peu à contre-courant de tout ça. Essayer de tourner le truc en dérision. Puis même quand je fais une bonne performance à mon niveau, j'essaie de le tourner en mode, j'essaie de pas trop parler du temps ou de l'aspect réussite sportive. Je suis plus sur l'aspect de trouver un angle rigolo pour en parler, quoi. Je vois. Et tu parlais de ta copine justement, comment elle s'appelle? Fanny. Fanny qui est ta complice dans pas mal de tes vidéos. Du coup, tu l'as pas mal embarqué là-dedans. Elle fait du tri aussi ou pas? Pas du tout. Non, pas du tout. Pas de sport. Elle le vit bien? De quoi, les vidéos ou le triathlon? Alors, justement, les deux. Est-ce que les deux? Bah oui. Non, le triathlon, oui, elle accepte. De toute façon, elle m'a pris comme ça, donc je reste comme ça. Après, c'est possible que si je fais que du marathon, ça l'arrange plus que si je fais des prépa Ironman.
parce que comme je te disais tout à l'heure. Encore une fois, je reviens dessus, c'est pas gagné, c'est pas gagné. Mais bon, on en parlera en off si tu veux. Non, mais c'est pas gagné, je suis d'accord. Mais bon, tu vois, on en parlait pour organiser des vacances. Entre les vacances où j'amène mon vélo ou les vacances où j'amène pas mon vélo, c'est pas les mêmes vacances. Donc voilà. Donc elle accepte. Après, on verra sur le plus long terme ce que ça donne sur l'aspect Ironman et tout. Et puis sur les vidéos, bah oui, elle a beaucoup d'humour aussi, heureusement, parce que sinon ça marcherait pas. Après, c'est ça le plus compliqué sur les vidéos, c'est que souvent j'ai besoin de quelqu'un et tu vois, par exemple, aujourd'hui elle va finir tard, j'ai une vidéo à faire. Il sera trop tard. Elle sera trop tard. Qu'est-ce que tu fous au travail, quoi? Si elle rentre à 20h, le sens des priorités. La luminosité sera pas bonne. Tu vois, on sera obligé d'attendre ce week-end. Donc, elle pourrait se dépêcher quand même de finir. Le concept, tu vas faire la vidéo à son boulot, quoi. Ouais, je vais y arriver. Elle est en bleu de travail. C'est peut-être pas le meilleur contexte pour faire la vidéo. Mais bon, au passage dans l'oreillette, j'ai Yannick Matejisek qui me dit que j'adore ce mec, il est trop fort et j'adore son humour. Donc tu vois, on reste sur le champ lexical de ta façon de t'exprimer sur les réseaux. Bon, super. Et Yannick, vraiment, il est triathlète. Il passe chez les pros, mais il travaille encore. Et vraiment, il a un mérite de fou parce que je suis ce qu'il fait à l'entraînement. Tu vois, je parlais tout à l'heure on parlait de la complexité d'organiser son quotidien en s'entraînant 20-25 heures, sauf que lui, il s'entraîne encore plus. Et il travaille, et franchement, respect à ce qu'il fait. Vraiment, alors je sais, on connaît pas tous les détails de comment s'entraînent les pros, mais lui, il s'entraîne vraiment des quantités monstrueuses en travaillant, et franchement, s'il arrive à trouver des partenaires qui l'aident pour pouvoir s'entraîner encore plus, ce serait vraiment cool. Parce que vraiment, je pense qu'il le mérite. Ouais, et d'autant qu'il travaille de nuit en plus, donc. Ouais, non, vraiment un rythme. Enfin, je suis admiratif. Moi, j'arrive déjà là, je fais que ma prépa marathon et je trouve que je cours partout, que j'ai pas. Alors là, vu lui ce qu'il fait, c'est juste incroyable. C'est incroyable. Justement, là, cette année, t'as un peu plus switché sur la prépa marathon. On va le dire quand même parce que tu nous l'as dit, tu mets pas trop le temps en avant, mais en checkant, on voit un petit 2h38 pour un certain Herman Simon au marathon de Paris. Est-ce que c'est bien toi, c'est bien ce Herman là, ou c'est celui dont Herman est le nom de famille et Simon le prénom? C'est mon homonyme inversé. Non, en plus sur mon dossard, ils se sont trompés. C'est Oka qui a fait l'inscription. Et normalement, c'est ton prénom qui est marqué sur le dossard. Et là, ça a été mon nom de famille. Donc, j'ai eu Simon sur le dossard. Donc, toute la course, j'ai eu des « Allez, Simon, elle est sympa ta casquette !» Donc, voilà, ça, c'était pour l'anecdote. Mais donc, du coup, oui, j'ai couru ça à Paris. Donc, je voulais faire sous les 2h40. C'était mon objectif que je m'étais fixé. En fait, j'ai un copain qui avait fait 2h42 et je me suis dit putain merde, faut que je le batte un jour quand même. Donc en fait, j'ai mis 2h42 en objectif juste pour être devant lui. Après, je voulais faire 2h40 et après, honnêtement, à la fin de ma prépa, je me voyais aller un peu plus vite. Mais mon pari, il a été facile pour personne. Il y a eu des conditions météo pas évidentes. Donc j'espère que mon prochain marathon, j'irai un peu plus vite. Sous les 2h35, en me rapprochant progressivement des 2h30, ce serait un objectif vraiment, vraiment sympa. Ok. Et t'as déjà des courses de prévues là pour les mois à venir? Là, je finis mon cycle course à pied. J'ai le semi-marathon de Nîmes dans le 1er mai, donc c'est dans 5-6 jours. Dans 6 jours. Donc je fais le semi de Nîmes, qui conclura 4-5 mois d'entraînement à pied. Et c'est à ce moment-là que je vais rebasculer ou pas sur le triathlon. Donc c'est à ce moment-là, en fait, je pense que je vais me prendre une petite semaine off et puis après je vais retourner nager, je vais me remettre sur le vélo sans trop de pression et puis je vais faire les petits triathlons de village qu'il y a dans le sud, des trucs vraiment sympas où en général il n'y a pas forcément énormément de concurrence, donc tu arrives toujours à prendre du plaisir, à être un peu devant. Donc je compte sur ça pour voir si ça me remotive pour faire une vraie prépa Ironman en fin d'année. Mais pour l'instant, j'ai vraiment rien de défini. Et tu fais quoi si t'arrêtes le triathlon avec ton compte Ironman? Moi, je le continue avec la course à pied. De toute façon, je ferai toujours du vélo. La natation, je suis même sûr de pas continuer si je fais plus de triathlon. Ça, c'est sûr et certain. Ça c'est dit. Sûr et certain. Mais le vélo, j'en ferai toujours de toute façon. Mais après, je dis que j'arrête le triathlon, mais dans ma tête, je me dis, ça va être compliqué d'arrêter le triathlon. J'aime ça quand même. Moi, je te propose un truc, si tu veux, en mode récup. Le 5 juin, je fais Avignon-Beaucaire en courant dans le cadre de mon défi de traverser de la France en courant. Donc, si tu veux, viens faire un petit 50 bornes avec moi et puis comme ça, on pourra réfléchir à ton futur de triathlète. 5 juin, c'est à quel jour ça? Faudrait que je regarde le calendrier, mais c'est à côté de la maison, hein, c'est faisable. Avec plaisir même. Ah bah voilà, c'est pour ça que je le balance. T'as raison. Tu t'hésiteras pas à me le rappeler parce que j'ai une mémoire d'homme qui travaille beaucoup, tu vois, je peux pas faire tout en même temps.
J'attendais que tu dises que tu as une mémoire de poisson rouge et puis j'allais en rajouter une couche sur le fait que tu dis toi-même que tu sais pas nager, mais non, voilà. Ça va. Bah justement, voilà, poisson rouge, mais le poisson rouge nage mieux que moi, donc du coup. Bah, c'est quand même son élément. Donc du coup, tu termines avec le marathon de Nîmes. Après, tu vas te poser. Ouais, le semi de Nîmes. Après, tu te poses. T'as quand même des vues à plus long terme, au-delà du triathlon. Je sais pas. Est-ce que tu te dis, j'irais bien m'amuser sur un ultra. T'as pas des potes qui font de l'ultra trail que t'aimerais bien aller battre aussi? Ouais, l'ultra trail, c'est comme l'Ironman. C'est un truc qui fascine un petit peu. Tu vois, l'UTMB, clairement, ça me fascine. Je le regarde tous les ans en live maintenant sur l'équipe 21 ou sur Chamonix Mont Blanc TV, je sais plus le nom de la chaîne, et ça fait un petit moment que je le suis et ça donne envie. Après, j'ai un profil où je pèse souvent 78 kilos, je suis un profil assez lourd pour courir, pour aller faire des ultra trails, faudrait peut-être changer un petit peu de morphologie. Et puis mine de rien, je m'aperçois que quand je cours à la montagne, c'est dur. Franchement, courir en altitude, c'est pas facile. Donc l'ultra trail, peut-être, on y verra plus tard, mais pour l'instant, j'avoue que j'aime bien m'entraîner et j'aime bien le chrono, hein. Même si le chrono est parfois méchant. Tu vois, là, les objectifs à moyen terme, ce serait plutôt d'aller chercher un chrono sur marathon ou sur Ironman si j'y reviens. Ce serait bien, j'aimerais bien faire moins de 9 heures sur Ironman si j'y reviens, ce serait l'objectif, hein. Si j'y reviens, ce serait pour ça. Donc sur un parcours roulant, évidemment. Et puis après, si jamais je continue sur marathon, me rapprocher des 2h30 ou un peu moins, ce serait extraordinaire pour mon niveau de départ. Donc mon moyen terme, c'est plutôt ça. Ce serait aller chercher un chrono et puis après le trail, on verra plus tard. Mais c'est un sport génial, le trail. Mais je me suis fait tellement de fois la cheville en trail que pour l'instant, j'ai un peu ralenti. Parce que ça m'a posé quelques soucis dans mes prépas triathlon, ça, les entorses en trail. À proprioception, hein, c'est pas un kiné qu'on va apprendre ça. Hein. Effectivement. Mais au bout d'un moment, dans la course, on sait très bien qu'au bout d'un moment, dans une course, il n'y a plus rien tu mets ton pied et puis tu vois ce qui se passe. Et souvent, il s'est passé des choses pas cool. C'est clair. Cool. Et du coup, à côté de ça, donc kiné, tu te fais des semaines de 5 jours de boulot où tu arrives à organiser un petit peu ton emploi du temps par rapport justement à tes entraînements, à tes objectifs. Alors, je travaille de moins en moins, j'avoue. J'ai 2 après-midi de libre par semaine. Il faut que tu nous expliques parce que tu t'entraînes de moins en moins, tu bosses de moins en moins. Tu fais quoi de plus en plus en fait? Je compense après déjà Instagram me prend du temps. Et puis après, je m'occupe un peu d'Instagram autre que du mien. Donc déjà, ça me prend du temps. Après, dans mon organisation kiné, j'ai 2 après-midi de libre par semaine. Donc, par exemple, là, je travaille pas mardi après-midi. Aujourd'hui, où on enregistre, je travaille pas cet après-midi. Et je travaille pas le jeudi après-midi. Donc, déjà, quand je fais mes prépas Ironman, j'ai 2 après-midi où je peux rouler. Ce qui est quand même déjà un luxe important. Après, les autres jours, tu vois, lundi, mercredi, vendredi, je termine plus tard, vers 19h. Donc là, je m'entraîne plutôt le midi. Mais tu vois, je me ménage 2 demi-journées par semaine, plus les week-ends. Et puis le midi, j'essaie de me dégager 2h30 de pause pour pouvoir soit aller courir, soit aller nager quand je vais nager. Mais tu vois, je m'organise comme ça. La chance, c'est d'être... je pense qu'il y a pas mal de kinés qui font du triathlon parce que quand t'es libéral, bah, tu t'organises comme tu veux. Donc ça, c'est quand même quand je vois des copains qui sont salariés et qui font des horaires, tous les jours la même chose et puis tous les jours tu fais 7 ou 8 heures, c'est plus compliqué de s'organiser pour faire du tri. Ou faut faire du home trainer, ou faut courir le soir, mais pour aller quand tu veux mettre beaucoup à vélo, là le fait d'avoir 2 demi-journées par semaine, c'est top. Et puis s'il y a des semaines où je vais en prendre 3, j'en prends 3. Je peux m'organiser comme je veux. Et tu fais t'as des périodes aussi un peu plus creuses en hors saison où tu réduis un petit peu le volume, ou tu essaies de rester plus ou moins constant toute l'année? À l'entraînement, en fait, j'aime bien m'entraîner et puis j'en ai besoin. J'ai besoin de m'entraîner, donc c'est même souvent le reproche qu'on peut me faire, c'est que en off-saison, souvent, j'en fais trop. C'est même le moment où j'ai pas de contraintes. Donc en fait, là, j'en ai moins fait ces derniers temps, mais mon plaisir, c'est d'aller faire 5 heures de vélo. Donc tu vois, quand je suis en off-saison, des fois, il y a 5 heures le samedi, 5 heures le dimanche. Parce que j'aime ça. Mais du coup, c'est pas vraiment de la off-saison. Mais en gros, mis à part, là, je te dis, les 4-5 semaines en rentrant d'Hawaï où j'étais cramé, où j'avais besoin de souffler, sinon je m'entraîne tout le temps. Et finalement, les période où je suis le plus raisonnable, c'est sur mes prépas. Tu vois, là, je faisais la prépa marathon, donc je me permettais pas d'aller faire 4-5 heures de vélo le samedi, parce que sinon, le dimanche, ça allait être compliqué. Donc finalement, j'ai été très sérieux. Je suis sérieux pendant mes prépas, mais quand je suis hors prépa, je suis quasiment à m'entraîner plus des fois, parce que
je fais au jour le jour, quoi. Si j'ai envie d'aller rouler, je vais rouler. S'il fait beau, je vais rouler. Ou je vais courir. Et puis des fois, quand je vais courir, ça m'emmerde de courir 10 km. Donc des fois, je vais courir en off-saison 25 km parce que ça me fait plaisir de courir comme ça. Donc le 10 km, ça t'emmerde parce que c'est trop peu. Bah, tu vois, aller faire un footing de 10 km, je vois pas trop... Enfin, j'y vais pas, quoi. Mais quel intérêt? Quel intérêt? Non, mais tu vois, c'est la vision du... C'est pareil en vélo. Bon, là, je suis en train de changer quand même. Je vieillis. Mais il y a un temps, franchement, je sortais jamais le vélo en dessous de 100 bornes. Je sortais jamais le vélo, hein. Si j'avais 1h30 à faire, je faisais à la limite home trainer, mais sinon, je faisais toujours plus de 100 bornes. Tu vois, j'aimais vraiment cet aspect quantité, quoi. C'est un peu en train de changer, je crois. Ouais, je comprends, mais en même temps, faut que tu l'aies ce temps, quoi. Faut que tu le trouves, quoi. Enfin... Bah, après, là, je te dis, c'est en train de changer parce que je suis avec ma copine depuis un petit moment et c'est vrai que j'en fais un peu moins, du coup. Là, je te parle peut-être d'une période où j'étais seul et où quand t'es seul, bah, ça change tout. Ouais. Jeune, célibataire, ça change tout. Là, mes premières années. Pas de grosses contraintes professionnelles. Ouais, c'est ça. Les premières années où j'ai fait du tri, j'étais célibataire, j'étais motivé pour m'entraîner beaucoup. J'avais un travail où je travaillais quand même plus, je travaillais beaucoup quand même les premières années, mais je pouvais quand même organiser mon emploi du temps comme je voulais. Donc là, c'était open bar, hein. C'était open bar. Si je voulais rouler 2 fois 6 heures dans le week-end, personne m'en empêchait. Donc ça, je l'ai fait. Mais maintenant, aujourd'hui, du coup, il y a quelqu'un qui t'en empêche. Faut pas que je dise qu'elle m'en empêche, je vais me faire engueuler. Vous couperez au montage. Fanny, si tu écoutes ce podcast. Ah, mais là, on est à 1h25 d'enregistrement, elle aura déjà coupé. Elle aura déjà coupé. Ou Fanny. Bon, mais c'est bon, vas-y, tu peux sortir. Non, tu peux tout déballer. Elle m'empêche de rien du tout, mais c'est moi qui me dis, je vais pas faire 2 fois 6 heures dans le week-end, quand même. Tu culpabilises. Ouais, un petit peu, quand même. Après, ça dépend, il y a des, on est aussi assez indépendant de nos activités. Si elle part en week-end chez ses parents, il y a des week-ends où je me retrouve seul et je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux dans la limite de mon devoir conjugal. Mais c'est ça. Mais disons que j'ai quand même beaucoup de liberté encore pour m'entraîner un peu comme je veux. Bon, écoute, on note, ça fait partie des choses à prendre en compte et en considération quand on est un triathlète et encore plus quand on est un néo-triathlète, c'est tout l'environnement qu'il y a autour. C'est aussi une chose que mon entraîneur m'a souvent répété. Prends d'abord en compte tout l'environnement autour de toi avant de te fixer un objectif. Et justement, toi qui es presque plus néo-triathlète, parce que tu as commencé en 2016, donc c'est pas si loin, mais ça fait quand même déjà quelques années. Le podcast s'appelant Devenir triathlète. Pour toi, quel est le meilleur conseil que tu pourrais donner à des amateurs pour devenir triathlète? Alors, je dirais, en apprenant de mes erreurs, un des conseils pour quelqu'un qui veut se mettre dans le triathlon, c'est de pas croire qu'il peut y arriver tout seul. C'est compliqué quand même. Il faut s'entourer. La première année, je l'ai fait tout seul. Je pense que j'ai fait pas mal d'erreurs. J'en ai fait beaucoup. Et beaucoup de quantité, je me suis beaucoup entraîné et finalement c'est bien d'avoir des gens qui t'accompagnent. C'est complexe quand tu fais que de la course à pied, que du vélo, tu peux t'organiser. Mais quand tu commences à faire 3 disciplines, à vouloir te préparer pour un objectif, c'est bien d'être accompagné. Que ce soit un coach, que ce soit quelqu'un qui connaisse la discipline, je pense que c'est important de s'entourer. Et souvent, je vois des gens qui veulent tout faire tout seul. Et en fait, je pense qu'il faut accepter que c'est compliqué de se faire 3 disciplines. Donc, c'est bien d'avoir des gens qui t'aident et qui t'accompagnent ou écouter des podcasts, pourquoi pas, qui te donnent des conseils. Mais en tout cas, se renseigner sur le truc et peut-être pas faire comme moi j'ai fait, foncer tête baissée jusqu'à finir au surentraînement, parce qu'à un moment, ça va finir un peu comme ça. Donc, si tu veux éviter tout ça et le faire de façon saine, je pense que c'est bien de s'entourer, avoir un coach, voire avoir un kiné que tu vois régulièrement pour essayer d'éviter les blessures. Mais en tout cas, essayer de s'entourer pour ceux qui débutent le triathlon. D'où l'intérêt des clubs et même des écoles de triathlon. Je vois à Nîmes, il y a l'école de triathlon qui a ouvert et c'est vraiment cool. Tu vois des jeunes de 10 ans sur la piste avec le home trainer qui font des enchaînements. C'est génial de voir ça. Ça n'existait pas jadis. Non, ouais, tout à fait. On en parlait justement avec Georges Bellobre, le papa de Fred Bellobre. Effectivement, déjà à son époque, le triathlon, ça n'existait pas. Il fait presque partie avec Yves Cordier de ceux qui ont inventé ou importé le triathlon en France. Donc, ça évolue au fur et à mesure. Et le triathlon, même si c'est un sport relativement jeune, ça a quand même vachement évolué super rapidement. Ça évolue et puis on voit qu'un des critères d'évolution, c'est l'argent. On voit qu'il y a de plus en plus d'argent dans le triathlon. Donc ça va continuer à évoluer, à se professionnaliser. Quand tu vois le niveau qu'il y a chez les pros, la densité qu'il y a, alors qu'il y avait peut-être moins de densité il y a quelques années, tout ça, ça va pousser le triathlon amateur vers le haut. Et puis il y aura de plus en plus de jeunes qui vont en faire.
Et aujourd'hui, tu dis aux gens que tu fais du triathlon, ils connaissent. Alors qu'il y a quelques années encore, ils connaissaient moins. Bon, on te demande toujours c'est quoi les distances de l'Ironman. Ça c'est la question qui revient toujours. Mais on sent quand même que ça prend de plus en plus. Ouais, moi j'ai connu cette période-là. Alors même avant le triathlon, c'était la période où tu disais je cours des marathons, mais un marathon de combien de kilomètres? Ouais, bon, c'est voilà, ça. On l'a encore celle-là un petit peu. Hein. Ouais. Écoute Herman, merci beaucoup pour tout ce partage, pour cette bonne humeur et pour cette grosse banane. Alors malheureusement nos auditeurs et nos auditrices ne verront pas la vidéo puisqu'on enregistre à distance. C'est confidentiel. Mais pour nous c'était un vrai plaisir. Je suis en slip léopard nu devant ma webcam. Avec ta casquette. Avec ma casquette hélice, évidemment. Ceci dit, si vous voulez voir le fameux slip léopard, vous le retrouverez sur Instagram, iron.yeman. Ouais. D'ailleurs, j'hésite cette année à le mettre en triathlon. Ça peut être une motivation pour refaire un petit triathlon, le faire en slip léopard. Je vais voir. Ça peut être une raison, effectivement. Ouais. Et parce que c'était aussi d'ailleurs la question. C'est un truc que t'as fait, non? T'as fait des. Alors je sais pas si c'était un Ironman, mais en slip. Il y a des photos de toi justement en slip. C'est des trucs. J'ai fait Hawaï 2010. Mon premier Hawaï 2019. J'ai fait le marathon en slip parce que j'avais des copains qui étaient là et c'est des copains kinés avec qui on se déguise toujours en soirée. Et en fait, j'ai fait AT2 à Hawaï 2019. Donc j'ai mis la trifonction sur le vélo parce que j'avais fait mes tests à l'entraînement et puis j'avais pas trouvé de haut qui était assez aéro. En fait, ils prenaient tous trop le vent. Donc je pouvais pas mettre le slip sur le vélo, mais du coup AT2, je me suis changé intégralement. En face d'un bénévole qui a été choqué profondément, je pense. Attends, parce que petit rappel, on n'a pas le droit de se mettre à poil dans une heure de transition. Ah bah je l'ai fait. D'accord. Non mais je pense qu'on a le droit. Je pense qu'on a le droit, non? Ah bah en tout cas pas peut-être pas devant le bénévole alors. Bah écoute, c'était sous les. Non, t'as le droit dans la tente, mais t'as pas le droit dans l'air de transition. Mais il y a une tente particulière. Non, à Hawaï, t'as une tente fermée où t'as que les hommes et t'as une autre tente avec que les femmes. Oui, d'accord, ok, là-dedans. Donc, en fait, et j'ai même demandé, parce que je voulais être sûr, j'ai demandé au briefing de course si je pouvais me changer complètement. Parce que je me suis dit, merde, t'as raison, je me suis dit, si je me fais disqualifier à T2, j'ai l'air d'un couillon. Pour mettre mon slip, ça fait cher la blague. Non, mais écoutez, c'était pour mon slip. donc, je suis allé, c'est le seul briefing de course que j'ai fait où j'ai demandé si je pouvais me changer complètement à T2. Et ils m'ont dit oui, sauf que le bénévole, lui, à Hawaï, la particularité, c'est que t'as un bénévole, il y a tellement de bénévoles que t'as un bénévole perso qui te tient tes affaires. Et le pauvre bénévole qui devait avoir, je sais pas, 15 ans, il était jeune. J'avais pas le temps de lui expliquer que j'allais me mettre à poil, je me suis dit allez. Et là, j'ai viré ma trifonction pour mettre mon slip et il a fait 2 pas en arrière, il s'est dit waouh, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et donc du coup, j'ai fait le marathon en slip, ce qui pouvait être stylé, mais bon, sachant que j'étais blessé, j'ai marché 20 km, c'était un peu moins stylé quand je marchais tout seul en slip sur la Queen K. Franchement, je me suis dit petit moment de solitude. Franchement, en courant, c'est stylé, mais quand il y a les photographes qui me prenaient en photo en train de marcher, je dis les gars. Voilà, c'était la petite histoire du slip, mais je l'ai jamais refait. Mais d'ailleurs, pour revenir sur l'histoire du slip léopard, on te voit sur les photos Insta que de face. Mais c'est un slip ou c'est un string? Alors, faut savoir que c'est le slip de Gustav Iden. Alors, c'est pas celui de Gustav Iden, mais c'est la marque de Gustav Iden qu'il a utilisé à Hawaï. En fait, à Hawaï, il a fait une photo le lendemain de la course, je sais pas si vous l'avez vu. Le mec se fout à poil pour mettre un slip et en plus il prend le slip des potes à côté. Non mais bravo. Non, mais pour l'histoire du slip léopard est drôle parce que Gustav Iden a fait sa photo où quand il a gagné Hawaï, il a fait une photo avec une planche de surf et un slip léopard le lendemain de la course et il a écrit "Winning is a choice". Donc un petit peu arrogant mais à la mode norvégienne. Et en fait, ce slip, je me suis dit, putain, il faut que j'achète ce slip. Donc j'ai fait toutes les boutiques à Hawaï pour essayer d'acheter un slip léopard, j'ai rien trouvé. Donc je l'ai commandé, il a mis 3 mois à arriver. Et donc quand j'ai eu ce slip, j'ai fait des photos à la mode de Gustav Iden, sauf que moi j'ai écrit "Walking is a choice" parce que j'ai pas gagné Hawaï et j'ai plutôt marché. Donc voilà, c'est l'histoire du slip léopard que je ressors à l'occasion parce que il est quand même stylé. Hein. Ok, bon bah écoute, tu vois, on n'avait pas tous les détails. C'est la vraie histoire. La vraie histoire. Ok. Bon bah écoute, je trouve que c'est assez sympa pour finir sur une belle note positive et d'humour. J'allais te demander où est-ce qu'on pouvait te retrouver, où est-ce qu'on pouvait suivre tes aventures, mais Olivier l'a dit, donc c'est Iron Yeman sur Instagram. Et je suis principalement sur Instagram. iron.yeahman. J'ai pas tout suivi, mais ça doit être ça. Iron Yeman. Ouais, comme ça se prononce, hein. Comme ça se prononce. Sur Insta. Puis de toute façon, vous voyez un mec en slip léopard ou avec une casquette multicolore et une petite hélice. Alors ne pas me. A priori, il y en a pas. En tout cas, jusqu'à présent. Alors slip léopard et Gustav Iden, il le met tout le temps. Hein. Ou alors c'est Gustav Iden. Et donc du coup, vous regardez les chronos et vous trouvez lequel est lequel. Voilà un Norvégien. Ouais, voilà.
Bon, merci les gars, c'était vraiment cool. Super, merci beaucoup Herman. Merci à toi. De rien. On suivra tes prochaines aventures de près et puis on continuera à regarder. On attendra tes prochaines vidéos sur Insta avec impatience. Voilà. Mais c'est gentil. Il y en a qui vont arriver. Tu me fais bien rire et voilà. C'est un peu de légèreté dans ce sport de brut. Dans ce sport de grosse brute. Merci beaucoup Herman. Une très bonne continuation. À bientôt. De rien. Salut Herman. Ciao. Hermano, à la semaine prochaine. Salut à tous. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.